Midi à tous. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 pour votre émission de référence de LGF. Le Grand Forum, ça démarre maintenant. Voici le programme pour ce mardi. Au programme de ce LGF, nous aurons 2 candidats aux législatives aujourd'hui. Tout à l'heure du côté de Marseille pour la 4e circonscription, ce qui représente les 1, 2 et 3. De Marseille, Kauter Ben Mohamed, candidate qui évidemment se bat dur comme fer. Elle sera avec nous tout à l'heure pour nous présenter sa candidature. Son grand oral sur France Maghreb 2 à partir de 17h. Un député sortant sera avec nous dans quelques minutes. Laurent Saint-Martin, il est député de la 3e circonscription du Val-de-Marne. Il candidate donc pour une nouvelle candidature, sa réélection, voilà, dans la 3e circonscription. Il est également conseiller régional Île-de-France pour la majorité présidentielle, bien sûr, Renaissance. Peut-être, et on lui posera la question, un futur ministre après le 19 juin. Il sera avec nous dans nos studios dans quelques instants. Et puis nous allons débuter cette émission par Parcoursup. Je sais que beaucoup sont concernés, très énervés à côté de ce qui se passe autour de Parcoursup. Les premiers résultats sont tombés, on en reparlera avec notre invité Victor Mendes qui sera avec nous dans une poignée de secondes. Il est président de l'UNEF Nanterre sur France Maghreb 2, le LGF. Et puis évidemment tout à l'heure nous parlerons de la polémique du week-end. Les propos de Jean-Luc Mélenchon, a-t-il dérapé sur la police? C'est ce qu'on va évoquer tout à l'heure. Et puis on en placera une spéciale quand même, parce que quand même celle-là elle est quand même pas mal. C'est l'élimination au premier tour de Manuel Valls de la 5e circonscription des Français de l'étranger. Terminé. Manuel, je sais pas où à partir du coup. Barcelone, Évry, Paris, plus personne n'en veut. Peut-être chez Mélenchon, mais c'est pas sûr. Merci d'être avec nous, bienvenue. Le Grand Forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le Grand Forum aujourd'hui avec à mes côtés nos débatteurs, Monsieur Kader Chiban, conseiller régional Île-de-France, Europe Écologie Les Verts. Bonjour Kader. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va mon Kader? Ça va, une bonne nouvelle hier soir avec Emmanuel Valls. Oui, pardon. Bonne nouvelle, ouais, effectivement. Ciao amigos. Ah, ciao amigos, exactement. Un petit collègue à toi qui sera avec nous dans un instant? Oui, on siège ensemble au conseil régional, ouais, tout à fait. Plutôt, je partage pas ses idées, mais quelqu'un de sérieux, plutôt sérieux. Bon, très bien. Notre directeur commercial Ali est avec nous. Comment ça va mon Ali? Plutôt bien, hein, très bien même. Vous avez passé un bon week-end les gars? Oui, bien Ouais. reposé, donc ça Ouais. va. Le temps n'était pas terrible, je sais. Ah non, toi. je sais. Ah, Je sais. Tu vas nous raconter tes escapades du week-end alors. Moi j'étais à Marseille, moi. Ah, Il faisait 35 degrés. Et tu as mis le maillot de l'OM ou non? Jamais. 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 Impossible. Impossible, les gars. C'est interdit par sa religion. Ouais. Et on salue Nadège aussi qui est avec nous, qui relaie l'émission sur les réseaux sociaux du LGF, sur Twitter, le Grand Forum FM2, Instagram, le Grand Forum FM2 et sur Facebook, Christophe, le Grand Forum. Ça va Nadège? Très bien, et vous? Très très bien, merci beaucoup. Alors, on va démarrer tout de suite cette émission. On va parler, je sais que vous n'avez pas eu affaire à Parcoursup puisque vous êtes trop vieux, tous les deux là, même tous les trois, tous là. Parcoursup pourtant c'est l'outil indispensable pour se choisir un avenir, une direction à prendre dans les études supérieures. Et il y a quelques couacs, c'est le peu que l'on puisse dire. Parcoursup, on en parle, les premiers résultats sont tombés. Et avec nous, par téléphone, Victor Mendes, il est président de l'UNEF Nanterre. Bonjour Victor. Salut, bonjour. Bonjour Victor, alors les premiers résultats sont tombés de Parcoursup. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces premiers résultats qui sont tombés là, la semaine dernière, Victor? Ça montre l'échec de cette plateforme, de la politique de sélection que le gouvernement y mène envers les jeunes. C'est un désastre. Pour l'instant, il n'y a pas de chiffres officiels, de bilan détaillé. Les résultats du 2 juin, le ministère n'a rien publié et on ne peut pas avoir accès de manière détaillée. Mais on sait que l'année dernière, à la fin de la plateforme Parcoursup, sur près de 900 000 candidats, il y avait près de 280 000 qui, à la fin du mois de septembre, parmi tous ceux qui avaient déposé des vœux, n'avaient accepté aucun vœu. C'est-à-dire que soit n'avaient pas eu de proposition, soit avaient abandonné la plateforme, soit avaient reçu des propositions qui ne leur convenaient pas.
Et donc on a beaucoup à craindre de penser qu'il va se passer la même chose cette année. Et la réaction dans les réseaux sociaux le soir des résultats était accablante. Parce qu'on a vu plein de jeunes refuser dans la plupart de leurs vœux, dans leurs premiers vœux, parfois dans tous leurs vœux. Victor, qu'on comprenne bien un petit peu comment ça fonctionne cette plateforme Parcoursup, effectivement. Donc on est appelé à formuler des vœux. Quels sont les critères? Est-ce que tu les connais, Victor, les critères de sélection, de retenue pour choisir ou pas une direction, un choix? Comment ça se passe? Est-ce qu'on en connaît la règle? On ne connaît pas vraiment la règle, en fait. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un algorithme et que par chaque formation, la formation, elle met des critères, des exigences, et après tu as un algorithme à partir de ces critères et des exigences qui trie les candidats et qui fait clairement un tri. Mais nous, on pense à l'UNEF qu'il n'y a pas vraiment de système méritocratique, dans le sens où ce tri privilégie systématiquement et les jeunes issus des milieux les plus favorisés et sanctionne les jeunes qui sont issus des classes populaires et de l'immigration. On le voit notamment, un des éléments qui pèse le plus en fait dans les affectations et dans les résultats de Parcoursup, c'est le lieu géographique du lycée, qui en fait joue énormément. Et donc ça met hors jeu direct tout un tas de jeunes qui viennent en fait des milieux populaires en réalité. Donc si j'ai bien compris, Parcoursup, ça renforce des inégalités. Bien sûr. La sélection à l'entrée de l'université, c'est une sélection sociale qui est discriminante. Et ça, et c'est pour ça qu'on le combat avec force. À partir du moment où tu as un nombre de candidats qui est plus important que le nombre de places existants, bah forcément tu as une sélection et qui se fait sur des critères sociaux qui sont dégueulasses. Et ils le font et ils l'assument de plus en plus. Là, à la fac de Nanterre, par exemple, ça fait 7 mois qu'avec des 100 facs et des étudiants mobilisés, on occupe les locaux de résidence de notre fac. Parce que depuis la dernière rentrée, il y a des jeunes qui, malgré cette lutte, malgré les nombreux recours qu'ils ont faits, on leur a toujours pas retrouvé une affectation et on refuse même de les recevoir et de négocier avec eux. On leur envoie des vigiles. Là, on a même reçu des interdictions d'accès pour des élus étudiants dans notre fac. C'est extrêmement grave. Donc, cette sélection sociale, elle n'a pas les critères, c'est des critères totalement dégueulasses en fait. Donc il faut absolument exiger l'abrogation de cette mesure et obtenir l'inscription de tous les 100 facs. Nous, c'est ce qu'on a lancé avec les camarades de l'UNEF, avec la plateforme SOS Inscription, mais aussi avec des syndicats nationaux, où on appelle à que dans toutes les facs en France, il y ait tous les jeunes qui se retrouveront éventuellement sans affectation à s'organiser et à se donner les moyens de pouvoir déposer le maximum de recours, de pouvoir constituer des collectifs de 100 facs et de pouvoir organiser manifestations, mobilisation, tout ce qui est nécessaire pour qu'il y ait des places qui soient créées dans toutes les filières où il y a de la demande. C'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Victor Mendes, président de l'UNEF Nanterre, est avec nous. Ali, Parcoursup, je sais que ça, ce sont des sujets qui te tiennent particulièrement à cœur. Question peut-être pour Victor Mendes, le président de l'UNEF Nanterre. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, t'entends, oui, vas-y. Alors, sur Parcoursup, vous avez utilisé à plusieurs reprises le terme de discrimination sociale. Je pense que ce système-là, il faut peut-être effectivement, je suis favorable comme vous à l'abroger, pour une simple bonne raison, c'est qu'à la base, quand il a été mis en place pour faciliter, pour gérer et pour fluidifier un petit peu les inscriptions. D'accord ? Or, on se rend compte qu'effectivement, que Parcoursup, en fait, c'est quelque chose c'est ignorant. Personne ne connaît effectivement, comme vous l'avez précisé initialement, qui est derrière cet algorithme qui choisit, quels sont les critères qui sont utilisés pour entrer dans telle ou telle fac ou telle classe préparatoire. C'est vrai qu'on ne connaît pas. Ça, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Mais en fait, il faut simplement dire, et c'est ce que vous avez dit au début, quand vous prenez le nombre de places qui sont disponibles sur Parcoursup et vous prenez le nombre de personnes qui souhaitent s'inscrire, on voit qu'il y a un gros delta. Donc quelque part, qui est Parcoursup ou pas Parcoursup, on sait dès le début qu'il y aura un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque vous avez dit il y a 280 000 personnes, 280 000 étudiants qui se sont retrouvés un petit peu sur le côté. Donc Parcoursup ou pas Parcoursup, on voit qu'il y a un vrai problème de place. Ça, c'est la première chose. Donc, le vrai problème est là, déjà, sur le nombre de places. La deuxième chose, sur les critères qui, effectivement, sont utilisés pour l'attribution ou la sélection que l'on fait des élèves, il est vrai que ça, malheureusement,
on n'a pas cette forme de liberté. Et alors vous avez utilisé le mot discrimination. C'est vrai, il y a une forme peut-être de discrimination, certainement peut-être géographique ou lycéenne. Mais moi, je pense que ce qu'il faut insister pour abroger Parcoursup, c'est vous pouvez pas demander à 900 000 personnes de se connecter pour pouvoir prendre 700 000 places, sachant qu'il va y en avoir 280 000 qui vont être sur le carreau. Donc effectivement, ça crée du stress. Donc il faut plus insister sur le nombre de places disponibles par rapport au nombre de candidats qu'il y a. Et ça, de même, Parcoursup, de nature, on va effectivement l'éliminer parce que c'est bien la dématérialisation, des sujets qu'on maîtrise un peu. Mais enfin, on se rend compte que cette dématérialisation elle est effectivement catastrophique. J'en veux pour preuve, il y a même des élèves qui ont eu des 16 ou des 18 ou des mentions très bien en bac et qui n'avaient pas reçu d'affiliation ou d'attribution dans certains lycées pour éventuellement intégrer des classes prépa. Donc, insister plus sur le nombre de places disponibles, plus que simplement toujours sur le côté discrimination, parce que malheureusement, quand on parle de discrimination en France, on connaît toujours l'éternel discours les gens sont pas contents, les gens pleurnichent, tatati, tatata. Voilà. Victor, réaction à ce qui vient d'être dit? Totalement d'accord. C'est un problème de moyens. Parcoursup n'est que l'outil pour gérer cette austérité et ce tri des étudiants qui s'appuie sur le manque de moyens. Et tu as totalement raison. Il faut pleinement augmenter les moyens à l'université. Ça va de pair avec l'abrogation de ce dispositif par ailleurs qui est pensé pour pouvoir trier. Juste pour donner un exemple, en fait, depuis 2008, la dépense par étudiant a chuté de 12%. C'est-à-dire que le nombre d'étudiants a explosé. C'est plus d'un demi-million d'étudiants qui sont arrivés à la fac. Mais le budget, lui, il stagne. Il n'augmente pas. Et ça, c'est la base du problème, elle est là. Alors que les aides aux entreprises explosent, l'ISF a été supprimé, et je ne vous fais pas toute la liste, il y aurait les moyens de financer l'enseignement supérieur. Nous, c'est pour ça qu'en réalité, on appelle à la mobilisation la plus large possible, et qu'on pense qu'en effet, il faut se saisir de cette problématique, parce que plus le temps va passer, le nombre d'étudiants va augmenter, les moyens continueront à être les mêmes, et le gouvernement va s'appuyer en fait sur cette augmentation du nombre d'étudiants pour renforcer encore plus la sélection. Là, les projets qu'ils ont en tête, c'est d'augmenter les frais d'inscription, c'est de durcir la sélection à l'entrée du master, qui est déjà assez dur, parce qu'ils veulent créer un parcours subtype à l'entrée du master. Et si on veut mettre ça en échec, et on peut le faire, il faut qu'il y ait un mouvement national. Parce qu'en effet, il faut des moyens à la fac, et ça ne peut pas être gagné université par université. Nous, à la fac de Nanterre, depuis, comme j'expliquais, depuis 7 mois, il y a un collectif de 100 facs et de soutien qui occupe les bureaux de la présidence. Et nous, on a interpellé à maintes reprises la ministre. On s'est déplacé là-bas à plusieurs reprises. Le rectorat, le président de notre fac, M. Javel Amboni, pour qu'ils inscrivent, en fait, ou pour qu'ils donnent une affectation à ces jeunes-là, pour qu'ils donnent des moyens à la fac. Et on a quand même compris pendant cette lutte qu'il y avait un problème de moyens, mais il y a aussi un problème idéologique. Parce que, par exemple, dans notre fac, on nous a expliqué l'argument pour ne pas accueillir les 100 facs qui se mobilisent dans cette université était celui de nous dire qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde à la fac de Nanterre. Par contre, on découvre au cours de cette mobilisation qu'il y a plus d'1 demi-million d'euros qui ont été dépensés en vigile privée, en sécurité privée, pour en fait empêcher les 100 facs de circuler dans les bâtiments, empêcher des élus étudiants de pouvoir circuler dans les bâtiments, pour faire obstacle, pour réprimer en réalité. Ouais. Et donc on voit bien qu'il y a un problème de moyens, et c'est notre revendication principale, mais il y a aussi une conception de l'université, qui est celle de ce gouvernement, qui est du président de notre fac, qui est en fait celle de se dire ouais, tout le monde ne peut pas faire des études supérieures. Et il faut mener ce double combat, je pense. Ouais. Alors juste un petit complément, Christophe. Alors vous insistez beaucoup effectivement sur en tant que victime, mais je pense que l'avenir d'un pays dépend quand même de son système éducatif, parce que ce sont les jeunes qui feront l'avenir du pays. Donc effectivement, alors c'est vrai que les étudiants moi je l'ai vécu avec ma fille, l'histoire de Parcoursup. C'est vrai que c'est un stress pour certains enfants. Donc c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de positif. Également, pour les parents, bien entendu, par ricochet. Donc c'est vrai que c'est pas. Mais regardez là, si on prend le nombre d'élèves qui vont être bacheliers. On sait pertinemment, c'est pas la peine de s'appeler Madame Irma, on sait pertinemment qu'on va avoir cette problématique qui va se présenter. Et là peut-être, faudrait peut-être poser la question aux autorités, au président ou au ministre, le verbe que malheureusement on utilise très peu en France, malheureusement, qui est la notion d'anticiper.
on sait pertinemment qu'on va rencontrer ce genre de problème. Ouais. Alors quand vous parlez avant de trier pour l'élite, moi je m'intéresse beaucoup à ce sujet parce que pour moi je pense que c'est le sujet clé dans notre pays. Quand vous dites qu'ils vont faire des masters en sélection, je peux vous garantir qu'aujourd'hui je pense qu'à l'échelle européenne, on a plus tendance à être tiré vers le bas qu'effectivement, même si on fait de la sélection de la sélection, je pense qu'effectivement, il y a même bientôt, je pense, des facs, et j'ai rien contre les Polonais, même des facs polonaises qui vont bientôt peut-être suppléer les facs françaises dans certains domaines que sont les mathématiques ou la physique. Donc là, c'est effectivement peut-être un peu embêtant. Question de Kader Chiban pour terminer sur ce dossier Parcoursup à Victor Mendes, qui est le président de l'UNEF Nanterre, avec nous en direct sur France. Salut Victor, qui s'appelle plutôt Salut, pour les Kader. intimes Mika, parce que je me suis rendu souvent à Nanterre pour les soutenir. Et c'est vrai que ça m'a paru insupportable, ça. Quand on a soit des enfants, soit un frère, soit une sœur, qui puissent pas être inscrits alors qu'ils ont envie d'aller à l'école, moi je trouve ça assez scandaleux. Et on sait bien que les études supérieures, c'est là où il y a moins de moyens, c'est le parent pauvre de l'éducation nationale. Autant des choses ont été faites d'intéressant pour les plus jeunes en primaire, pour les CP dans les territoires les plus difficiles, autant il faut vraiment un plan d'urgence pour la faculté. Ensuite, évidemment, Parcoursup, même si on change de système, ça ne réglera pas tout. Mais quand un système est incompris, n'est pas accepté par les gens eux-mêmes, il faut en changer. Et l'impression qu'on en a, c'est que c'est arbitraire. On ne comprend pas. On ne comprend pas ces algorithmes, d'où ça vient, d'où ça tombe. Et donc, il faut changer de système, il faut un peu plus de transparence, et il faut plus de moyens dans certaines villes, dans certains territoires. Là où il y a du monde, Nanterre, bien sûr que ça explose à Nanterre. Il faut trouver des solutions. Et justement, je voulais demander à Mika, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont restés sur le carreau l'année dernière? Ils vont pouvoir être inscrits, ils ont pu réintégrer Parcoursup. C'est quoi la solution pour eux l'année prochaine, si c'est Pour les sans-fac qui se mobilisent actuellement? Oui, tout à fait. Là, actuellement, beaucoup d'entre eux ont recandidaté dans les plateformes pour la rentrée prochaine et attendent des réponses. On a eu quelques réponses favorables, y compris, c'est marrant, dans des formations, ils avaient été refusés l'année dernière. On a eu des sans-fac qui là ont été acceptés. Ouais. Donc ce qui a permis de régler des situations, mais il y en a encore d'autres camarades où c'est pas résolu. Et donc il y a certaines candidatures dont on n'a pas eu de réponse. On pense que pour les candidatures dont on a eu une réponse favorable, c'est lié au fait parce que c'est quand même des candidatures qui ont fait exactement les mêmes l'année dernière et qui ont été refusées. Ouais. Et refusées après avoir fait un recours. Là, tout d'un coup, magiquement, ils sont acceptés. Alors, on pense que c'est quand même lié à la mobilisation. Et après, pour les sans-fac restants, on est en train de se battre pour que justement il y ait des négociations qui s'ouvrent avec la présidence et qui puissent être inscrits. Mais actuellement, le président de notre fac vient de décider de déclencher une procédure d'interdire l'UNEF dans notre université, ce qui est extrêmement grave. Alors Victor, si tu permets, ce matin sur ça. Si tu permets, on sera amené à en reparler et on reste en contact pour qu'on suive un petit peu ce qui va se passer autour de Parcoursup. Merci beaucoup Victor Mendes. Merci à toi. En tout cas, d'avoir répondu à nos Courage. questions et sur cette problématique qu'on pourra peut-être questionner notre député sortant, Laurent Saint-Martin, qui est avec nous, député de la 3e circonscription. Un collègue à toi, mon Kader. Il est conseiller régional aussi Île-de-France. À tout de suite, les amis. Le grand forum sur France Maghreb 2, et vous le savez, on est dans la dernière semaine de campagne des législatives et on est remonté à bloc. On reçoit plein de candidats tout au long de cette semaine sur France Maghreb 2. Tout à l'heure, on sera du côté de Marseille avec Kauter Ben Mohamed, mais pour l'heure, nous sommes dans le Val-de-Marne, dans la 3e circonscription de Val-de-Marne, une grande circonscription d'ailleurs, avec monsieur le député sortant, Laurent Saint-Martin. Bonjour monsieur Saint-Martin et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Eh bien avec plaisir monsieur le député, je vous présente Kader Chiban qui est néanmoins un collègue à vous au conseil régional, puisque lui aussi il était au conseil régional Île-de-France, pas pour la même couleur politique, c'est Europe Écologie Les Verts lui. Et puis Ali, notre Ali qui est avec nous, directeur commercial, qui n'a rien à voir évidemment avec la politique, mais il est quand même bien chébrant politique. Alors monsieur Laurent Saint-Martin, il a des opinions bien tranchées. Bien sûr, évidemment. Présentez-nous votre circonscription de Val-de-Marne pour ceux qui nous écoutent un petit peu partout sur le territoire en France aujourd'hui. On est où avec vous, monsieur Laurent Saint-Martin? On est dans le sud du Val-de-Marne, la 3e circonscription. Elle part des pistes d'Orly avec Villeneuve-le-Roi et elle va jusqu'au plateau Briard, c'est-à-dire jusqu'à la frontière avec la Seine-et-Marne. Donc c'est une circonscription qui comporte 11 communes. Et c'est vrai que nous avons des réalités
réalités très urbaines, Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, Limeil-Brévannes, des réalités plus périurbaines, voire rurales, Périgny-sur-Yerres, Santeny, Mandres-les-Roses, avec des histoires géographiques, des aménagements du territoire très différents. Et donc pour être député de cette circonscription, il faut comprendre des problématiques très différentes, il faut accepter, voire aimer cette hétérogénéité au quotidien. Et moi, en tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir depuis 5 ans. Et c'est aussi pour ça que je suis à nouveau candidat. Alors, vous êtes un candidat donc pour le regroupement Ensemble. Absolument. C'est comme ça que ça s'appelle, donc Renaissance, Horizon et Modem. C'est ça, c'est la majorité présidentielle dans le périmètre que je crois tout le monde connaît désormais, anciennement La République En Marche, mais désormais Renaissance, avec effectivement les partenaires Modem, Agir, Horizon et ceux qui constituent finalement la majorité présidentielle depuis 5 ans, c'est-à-dire une union d'idées, une union de projets derrière le président de la République. Nous, contrairement à d'autres unions de circonstances, nous n'avons pas varié en 5 ans notre unité. Oui, les premiers tacles apparaissent déjà. Alors, monsieur factuel, Laurent Saint-Martin, si vous deviez qualifier votre premier mandat, comment vous le qualifieriez-vous ? Moi, j'ai eu un premier mandat un peu particulier, puisque à l'Assemblée nationale, je suis rapporteur général du budget, qui est une fonction un peu particulière, puisque c'est celle qui, à la Commission des finances, s'occupe de toutes les lois budgétaires et fiscales. Et c'est vrai que pendant la crise Covid notamment, on a fait 7 textes, rien que sur l'année 2020, presque autant sur l'année 2021. Donc mon calendrier a été extrêmement chargé pour mettre en place ce que maintenant chacun connaît sous le nom du quoi qu'il en coûte, le plan de relance, toutes les aides sectorielles. Bref, faire en sorte que notre pays ressorte économiquement et socialement plus puissant après la crise qu'avant la crise. Ça, j'en suis particulièrement fier à mon actif parce que ça a été un travail que nous avons mené avec le gouvernement qui a été extrêmement compliqué et, je crois, dont beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui nous en savent gré. Après, je n'enlève pas, au contraire, la jambe locale de mon mandat et je suis aussi fier d'avoir pu travailler avec des maires d'obédience très différentes, des socialistes, des LR, des centristes, des communistes, peu importe l'origine politique de chaque élu, à partir du moment où c'était dans l'intérêt local. Et donc on a fait beaucoup de choses pour la ville, on a lutté ensemble contre les nuisances aériennes, on s'est battu pour le nouveau tunnel de Boissy. Ouais, il y a du boulot, mais on y arrive quand justement on part du principe que le parlementaire n'est pas là pour représenter un camp politique, sur le terrain je parle, mais pour travailler à l'utilité collective locale. Et donc moi je distingue un peu ces deux fonctions. Il y a la fonction nationale, qui est un rapport de force politique, et il faut l'assumer, et c'est très bien comme ça en démocratie. Et puis il y a une fonction locale qui est beaucoup plus dans l'utilité, dans le souci d'apporter quelque chose à son territoire, en sachant travailler avec tous, c'est-à-dire aussi avec le tissu associatif, avec les citoyens. Et donc ça, j'en suis particulièrement fier. J'ai la faiblesse de croire qu'on a fait mieux en 5 ans que dans beaucoup de mandats successifs précédents. Oui, alors ça, c'est votre opinion. Bien sûr, il y a une opinion quand même française, en grande majorité, on va dire, qui est un petit peu, alors pas mécontent, mais en tout cas qui sont un petit peu interrogatifs vis-à-vis de ce mandat qui n'a pas été de tout repos, il faut bien le dire, entre la crise du Covid, des gilets jaunes. On en a vu quand même, ça a été assez mouvementé pour le président de la République qui a pourtant, somme toute, a été réélu assez confortablement, on va le dire, pour cette élection présidentielle. Et pour autant, on va dire que la petite particularité cette année, c'est que la période entre les présidentielles et les législatives est un petit peu plus longue. On dit souvent qu'il y a un élan dû à la présidentielle qui fait que finalement le président élu remporte une certaine majorité. On voit que les sondages aujourd'hui sont, et en écoutant un petit peu les différents représentants de la majorité, on sent une certaine inquiétude avec l'arrivée de la NUPS, là, de cet accord de la gauche qui va des Insoumis, communistes, Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts. On sent que dans les sondages, ça se resserre. Est-ce que, M. Saint-Martin, vous n'avez pas une petite inquiétude à quelques jours de cette fin de campagne ? Non, vous savez, en démocratie, vous n'avez pas d'inquiétude. Vous avez d'abord la volonté d'aller convaincre vos concitoyens. Et c'est ça qui est beau. Mais vous le ressentez sur le terrain, dans une démocratie. Je ressens sur le terrain, évidemment, une union de la gauche qui a une certaine puissance, évidemment, par définition, puisqu'elle rassemble des électeurs. Donc, il faut le prendre avec détermination. Et ce qui est très bien, moi, je trouve, c'est que projet contre projet, ça clarifie, effectivement, une offre. Ce n'est pas le projet de l'union de la gauche, il faut arrêter les histoires, c'est le projet de Jean-Luc Mélenchon. C'est le projet de Jean-Luc Mélenchon contre celui de la majorité présidentielle. Et donc, je trouve qu'effectivement, ce match assez binaire qui s'est installé dans cette élection législative a un mérite, c'est de savoir aujourd'hui, effectivement, quel est l'avenir de notre pays en fonction du programme que vous souhaitez. Et
J'insiste juste sur un point, c'est que le président réélu, vous l'avez dit, c'est Emmanuel Macron. Oui. Et qu'aujourd'hui, le choix qui s'installe pour les élections de dimanche, c'est est-ce qu'on donne une majorité au président pour qu'il agisse, ou est-ce qu'on fait une cohabitation avec un risque de blocage important ? Parce qu'il ne faut pas raconter d'histoire, ce n'est pas avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, qu'il pourrait aisément et tranquillement asseoir son programme. Cela ne fonctionnerait pas ainsi en cohabitation, on risquerait plutôt un blocage institutionnel qu'autre chose. Et donc si on veut une loi de pouvoir d'achat dès le mois de juillet qui permette de mettre les pensions au niveau de l'inflation, si on veut l'indemnité inflation qu'a annoncé la Première ministre hier, si on veut que la prime Macron soit triplée et pérennisée, si on veut toutes ces mesures de blocage de prix dans l'énergie de façon durable, eh ben, il faut une majorité à l'Assemblée. Et ça, vous savez, les Français et les électeurs de ma circonscription le savent bien. Je le vois en porte-à-porte, le caractère légitimiste d'une élection législative demeure. Et je crois que beaucoup, même s'ils ne sont pas à 100% d'accord avec le programme d'Emmanuel Macron, savent bien qu'une majorité au Parlement permet d'avancer quand une cohabitation ne le permet pas. Question plus simple encore. Est-ce que par rapport à l'il y a 5 ans, la campagne est plus compliquée et difficile aujourd'hui ? Nécessairement, quand vous êtes sortant et que vous vous représentez pour 5 ans de plus, vous avez un bilan à défendre, vous avez des arguments nouveaux à déployer face à vos électeurs. Donc oui, c'est plus difficile par définition. Mais encore une fois, sans aucune langue de bois, la politique, c'est pas une question de facile ou difficile. La politique, c'est une question de conviction. Vous dites à vos électeurs ce que vous avez à dire par rapport à ce que vous pensez de mieux pour votre nation. Les électeurs décident en fonction de projets. Et moi, je me réjouis finalement que la NUPES ait pu présenter un programme de façon claire, parce que c'est projet contre projet, c'est pas seulement personne contre personne, et je crois que ça fait du bien aussi à notre démocratie. Et le match est bien lancé avec le résultat des législatives des Français de l'étranger, où dans 11 circonscriptions, donc sur les 10, sur les 11, le match c'est ensemble contre NUPES. Oui, et ça risque d'être probablement ainsi pour beaucoup de circonscriptions dans notre pays, et probablement donc la mienne également. Lancé. Oui, effectivement. Alors, Monsieur Laurent Saint-Martin, vous êtes donc député sortant, je le disais, dans la 3e circonscription du Val-de-Marne, une assez grosse circonscription, il faut le dire, grande, qui regroupe donc notamment des villes que vous avez citées tout à l'heure. Aujourd'hui, la question toute simple aujourd'hui, comment qualifiez-vous un bon député ? Qu'est-ce que, selon vous, pour vous, un bon député ? Un bon député, c'est un député qui bosse. Oui. C'est un député qui bosse. Oui. Non, mais attendez, ça vous paraît une lapalissade. Ça vous paraît une lapalissade, mais regardez les statistiques. Il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle nosdéputés.fr. Je pense que tout le monde connaît ici. J'invite tous les électeurs, de quelle que soit la circonscription, à regarder les statistiques de leurs députés sortants. Un député qui bosse, c'est un député qui honore son mandat, et c'est un député qui respecte les électeurs, qu'ils aient voté pour lui ou non. Et un député qui bosse, c'est quelqu'un qui va à l'Assemblée nationale, qui participe au vote des lois, qui dépose des amendements, qui les défend, qui vote, pas toujours d'ailleurs en suivant la majorité, mais qui sait défendre ses propres opinions. Voter contre la majorité ? Mais bien sûr, ça m'est arrivé de m'abstenir même sur des lois qui étaient sensibles, je pense notamment à la loi dite anti-casseurs, à laquelle je n'ai pas voté, bon voilà, il y a des choses comme ça. Et vous savez, le procès en député de la majorité, qui est par définition un député qui vote tout ce que veut le gouvernement, est assez injuste. C'est parce que vous avez 320 députés que vous avez toujours une impression de très forte majorité, et ça a toujours été comme ça dans la Ve République. Mais puisque vous me posez la question de ce qu'est un bon député, c'est celui qui arrive à partager correctement son temps entre son travail à l'Assemblée nationale, et il ne faut pas le minimiser parce qu'on est d'abord des élus de la nation, et son utilité locale. Moi, je suis fier, je le montre à mes concitoyens à travers toute ma propagande de campagne, je suis fier de démontrer tous les projets que nous avons pu débloquer ensemble avec les élus, avec l'association, parce que le député de la majorité, c'est celui qui permet de faire avancer des dossiers plus facilement qu'un député de l'opposition. Ça, c'est normal, puisque nous avons, avec les ministres, avec l'administration, une capacité à faire avancer les dossiers. Et donc, un bon député, c'est celui qui sait à la fois travailler à l'Assemblée nationale avec assiduité, mais aussi être présent sur le terrain. Donc, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, de l'investissement. Et je vais vous dire une chose, je ne regrette pas que, sous François Hollande, le cumul des mandats ait été interdit, parce que je me demande bien comment on était député et maire en même temps. Vous allez faire comment si, après le 19 juin, comme la rumeur court, vous devenez ministre ? Les rumeurs qui courent, je ne sais pas quoi en faire par définition. Vous savez, j'ai appris certaines choses en politique en 5 ans, c'est de ne pas entendre les rumeurs. On a une élection qui est probablement la plus importante que notre pays ait connue depuis très longtemps. Et vraiment, je le pense. L'élection présidentielle est une élection majeure dans notre pays. Si cette fois-ci, le président de la République n'a pas de majorité, alors que le pays va affronter des défis
inflationnistes, des défis de souveraineté, des défis européens, si nous ne sommes pas capables d'apporter une majorité au président de la République par rapport à tout ce qui nous attend, je crois que notre pays va devant de graves difficultés ou en tout cas devant de grands risques. Et donc j'insiste là-dessus, je ne me concentre que sur dimanche et je l'espère pour le dimanche quelque chose en ou 8. pas encore Non, on ne m'a rien proposé si ce n'est de me battre pour cette circonscription en m'investissant à nouveau et j'en suis très honoré. Vraiment, la démocratie, elle se respecte ainsi. J'ai toujours détesté les hommes politiques qui pensaient au coup d'après ou les billards à 3 bandes. Moi, je suis candidat devant les électeurs, je ne pense qu'à ça et je me réveille tous les matins en pensant à dimanche. Alors, pour être ministre, il va falloir gagner. De toute façon, il faut gagner pour continuer en politique. Et c'est très bien cette jurisprudence, qui n'est d'ailleurs pas une règle, cette jurisprudence de considérer que tout membre du gouvernement doit valider un petit peu son mandat face aux électeurs, je la trouve très saine. C'est devenu une coutume, quoi. Je vous laisse dans les mains dans un instant de mes amis débatteurs, Ali et Kader Chibane, qui ont certainement des questions à vous poser. Monsieur le député sortant, Laurent Saint-Martin, député de la 3e circonscription du Val-de-Marne. Dans un instant, on est avec vous, évidemment, le temps d'une petite pause et on est de retour. À tout de suite. Le LGF, merci d'être avec nous en direct avec Ali, Kader Chibane et notre invité. Il est député sortant de la 3e circonscription du Val-de-Marne, monsieur Laurent Saint-Martin avec nous. Et également conseiller régional. Question avant de vous laisser avec Kader Chibane et Ali. Est-ce que la police tue dans notre pays, monsieur Saint-Martin ? La police comme institution, certainement pas. Moi, je déplore totalement ces généralités, cette façon d'englober et qui crée du coup un discours totalement anti-force de l'ordre. Je vois bien que Jean-Luc Mélenchon utilise de plus en plus cette rhétorique. Je pense que ce n'est pas la sienne à l'origine, il le fait probablement pour... Il n'y a pas un problème dans cette institution quand même ? Il peut y avoir individuellement des problèmes, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des enquêtes administratives, judiciaires, et elles ne doivent pas se situer ailleurs, et surtout pas dans une élection. C'est absolument dramatique et dangereux pour notre pays de manipuler comme ça des drames, parce que ce sont des drames, il y a des familles en deuil, et d'essayer de manœuvrer à des fins politiciennes. Moi je trouve ça irresponsable. Et donc la police ne tue pas, bien sûr que non, la police protège dans notre pays, et nos forces de l'ordre doivent être soutenues en ce sens. Qu'après, il puisse y avoir, et je ne cite aucun cas précis, des bavures, qu'il puisse y avoir des erreurs, des fautes, même les plus graves des fautes dans la police, évidemment individuellement. Et c'est pour ça qu'il y a des enquêtes administratives et une justice dans notre pays, ni plus ni moins. Kader Chibane, question à ton collègue. Oui, ça fait plaisir de l'accueillir. Parce que je rappelle que vous êtes aussi conseiller régional. Oui, je vais essayer de rester sur le terrain des personnes qui posent des questions et chroniqueurs, parce qu'on ne partage pas les mêmes idées, mais j'apprécie à la fois son assiduité, son travail à la région, même si on n'est pas toujours d'accord. Moi, ce qui m'intéressait dans l'élection, on a une campagne qui est un peu molle, malheureusement. Tu l'as dit et tu as raison. Heureusement qu'il y a un face-à-face entre la NUPES et En Marche, quoi. La majorité présidentielle, moi je trouve que c'est plutôt sain. C'est plutôt sain parce que la droite, on la voit pas beaucoup. Le Rassemblement national, ils mènent pas vraiment campagne sur le territoire. Donc c'est une bonne chose qu'il y ait deux projets différents. Dans cette campagne présidentielle, on avait entendu beaucoup uniquement la mesure phare, pratiquement, d'Emmanuel Macron. Non pas qu'il ait que celle-ci, mais c'est ce qui a été repris dans les médias. Qu'on soit clair, sur la retraite à 65 ans que je combats. Mais ce n'était pas ça l'objet de ma question. C'était au-delà de ça, on a le sentiment que c'est un candidat de droite, alors que toi et d'autres, beaucoup de gens viennent de gauche. Il avait dit qu'il ferait au-delà de la gauche et de la droite. Où est le programme d'ordre social, entre autres sur les services publics, l'hôpital, j'en ai entendu parler récemment, sur l'éducation nationale et sur les mesures sociales. Et au-delà aussi des chèques ici et là. J'aimerais bien entendre un peu plus parler de la politique sociale que porte la majorité présidentielle. Je te remercie pour ta question, parce que finalement tu l'as bien résumé, c'est-à-dire que c'est la manière dont sont présentées les mesures. La retraite à 65 ans a été présentée comme telle avec un âge, une espèce de grand symbole, de grand totem qui fait beaucoup réagir dans notre pays. Les médias n'ont pas expliqué dans leur grande majorité à quoi ça servait de travailler plus longtemps. Et c'est là qu'il est le pan social du programme d'Emmanuel Macron. La retraite minimale l'a passée à 1 100 €. Je pense qu'on sera d'accord. Financer la 5e branche qui est demandée par la gauche depuis des décennies. C'est la 5e branche de la sécurité sociale permettant de financer le grand âge et l'autonomie. On va le financer en travaillant plus longtemps. La grande différence entre la NUPES et nous, c'est que nous, on finance
notre programme social. Et oui, on assume qu'il faut des petites retraites revalorisées. Oui, on assume qu'il faut équilibrer notre régime de retraite. Oui, on assume qu'il y a des nouveaux droits sociaux qu'il nous faut mettre en place dans notre pays, notamment le grand âge, parce qu'on ne peut pas seulement dire « Oh là là, Orpea, c'est scandaleux » et ne rien faire avec le service public. Il faut financer et mettre en place justement un accompagnement sur la dépendance et l'autonomie de nos personnes âgées. Et donc tout ça, ça se finance parce qu'il faut arrêter de raconter des histoires. Le programme de la NUP, c'est un programme non financé. C'est un programme qui crée 400 milliards de dettes tout de suite. C'est-à-dire, à un moment, on ne peut pas uniquement dire « Tiens, on va revaloriser le SMIC, tiens, on va financer ça, tiens, on va financer ça, il y en a pour tout le monde ». On sait très bien que ce n'est pas réaliste. Et moi, j'assume faire partie d'un camp politique qui est celui du réalisme. Alors parfois, c'est un peu plus difficile à expliquer, c'est vrai. Et donc, oui, le moyen pour parvenir à financer ces nouveaux droits sociaux, eh bien, c'est justement de travailler un peu plus longtemps. Dans le temps, c'est une réforme qui sera faite progressivement parce qu'on vit plus longtemps et que nous considérons effectivement que notre modèle social doit être renforcé et donc financé par le travail. Et puis sur les autres sujets que tu évoques comme la santé et l'éducation, on n'a jamais été aussi ambitieux que dans le programme d'Emmanuel Macron de 2022. Il faut regarder précisément ce qui est annoncé. On veut, casser un peu les codes habituels du fonctionnement de la santé et notamment de l'hôpital public. On continue à fermer des lits justement pas. Le sujet, c'est arrêter peut-être de continuer avec une même organisation et un même fonctionnement et de travailler peut-être avec ceux qui font la santé, à savoir d'abord le corps médical, mais pas que. Peut-être changer un petit peu nos interlocuteurs et pour l'éducation nationale, peut-être changer d'un dialogue social un peu arrêté qui est systématiquement entre un ministre et des syndicats qui sont toujours les mêmes, mais peut-être davantage écouter les parents d'élèves, davantage écouter les élèves eux-mêmes et essayer peut-être de comprendre quelle est l'école du futur en osant repenser du sol au plafond un certain nombre de grands principes dans ces grands services publics. Et quand Emmanuel Macron parle de Conseil national de la refondation sur ces grandes thématiques, je crois que l'ambition, ne serait-ce que symbolique, c'est celle d'oser se dire qu'on reconstruit, qu'on refonde un certain nombre de grandes politiques publiques essentielles à notre nation, comme l'école, comme l'éducation, comme la santé, et évidemment tout en finançant la transition écologique et les grands enjeux de demain qui sont indispensables. Est-ce qu'il faut infecter tout de suite? Est-ce qu'il faut remettre en poste toutes ces personnes qui ont été exclues pour avoir refusé de se faire vacciner? Ils sont 15 000 soignants. On sait que les hôpitaux aujourd'hui en France, des CHU sont obligés de fermer la nuit les urgences parce qu'il n'y a plus assez de personnel. Est-ce qu'il faut stopper l'hémorragie, là, M. Saint-Martin? D'abord, je pense qu'il était nécessaire de protéger les patients et que cette mesure, même si elle en fait hurler certains, était nécessaire. Et oui, personnellement, j'assume totalement qu'il fallait vacciner le personnel soignant dans les hôpitaux, mais pas que, pendant la crise Covid. Et on peut dire ce qu'on veut, mais avec un peu de recul, vous savez, la gestion sanitaire de notre crise nous a permis de plutôt mieux gérer que nos pays voisins. Si vous regardez les chiffres, je crois qu'aujourd'hui, rien n'a été parfait par définition, il faut le dire avec beaucoup d'humilité, mais que ce soit sur le plan sanitaire, économique et social, oui, notre pays a tenu bon grâce à notre personnel soignant, évidemment. Nous devons l'en remercier, nous devons les revaloriser, nous devons travailler avec eux, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, la réintégration des non-vaccinés à très court terme soit la priorité. Christophe, rapidement, et puis après je laisserai Ali. Deux choses précises. Pourquoi on ne peut pas rétablir l'ISF? Je voulais vous entendre dessus sur l'ISF. Et l'augmentation des salaires. Est-ce que c'est tabou, l'augmentation des salaires? Est-ce que c'est quelque chose de tabou? Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'inflation, est-ce que ce n'est pas l'une des solutions, l'une des possibilités? Sur ta première question, la fiscalité, quelle qu'elle soit, c'est une dynamique. La fiscalité, c'est un signal que tu envoies. La France est un pays où on paye beaucoup d'impôts. Parce qu'on finance aussi un modèle social qui est généreux, ambitieux, et c'est notre modèle. Maintenant, nous, on a baissé les impôts. On les a baissés pas que pour les riches. Il faut arrêter ça aussi de considérer que seuls les riches ont été exonérés d'impôts dans notre pays. On a baissé l'ISF pour qu'il y ait plus d'investissements productifs dans notre pays. On a aussi baissé l'impôt sur le revenu pour les 2 premières tranches. On a supprimé la taxe d'habitation pour 80% des Français, bientôt pour 100% des Français. Ça concerne tout le monde. Donc si tu regardes les stats, on n'a pas baissé les impôts des plus riches. Ça, c'est pas vrai. On a baissé les impôts de tous les Français. Alors après, il est vrai que certains impôts étaient symboliques. D'ailleurs, on était les seuls à les avoir au monde. L'ISF, c'est le seul impôt que nous avions parmi les autres pays. Eh bien, cet argent-là, s'il est réinvesti dans des entreprises et que ça permet de créer de l'emploi, moi, je pense que c'est une bonne chose. Et donc, je ne suis pas pour le réintégrer. Et donc, le zigzag fiscal, c'est-à-dire supprimer un impôt, le remettre 2 ans après, c'est exactement ce que les Français ne peuvent plus supporter dans notre pays. Ouais. Et donc, il faut de la clarté, de la lisibilité, et on assume d'avoir un pays où on paye moins d'impôts. Sur la revalorisation salariale, c'est pas du tout tabou. Au contraire, on va le faire sur la fonction publique. Parce Par que contre, ce qui est tabou, c'est
la pub, monsieur. Ah, déjà Martin, bah oui, attendez. Alors, je répondrai tout à l'heure. Eh ben, exactement, dans un instant, effectivement. Et puis Ali, qui a certainement des questions à vous poser dans un instant. Ne bougez pas. On vous demandera d'ailleurs pourquoi il faut voter pour vous le 12 juin, là, dimanche. Eh oui, à tout de suite. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. Dans un instant, nous serons du côté de Marseille. Nous allons recevoir une candidate aussi à cette élection législative. Voilà, c'est la semaine. On donne tout là. C'est les derniers jours de campagne évidemment. Avec nous en studio, Monsieur Laurent Saint-Martin, député sortant de la 3e circonscription du Val-de-Marne. Donc Kader Chiban qui vous posait une question qui était d'ailleurs revalorisation salariale. Voilà, sur les salaires. Ouais. Alors sur les salaires, Monsieur Saint-Martin, est-ce que c'est un tabou? Non, c'est pas un tabou, mais vous savez, moi je crois dans l'économie de marché. Donc il faut, pour que les salaires soient plus importants, que nos entreprises aillent bien. Voilà. Ouais. Donc l'État a la responsabilité de ses fonctionnaires et les entreprises a la responsabilité du salaire de ses salariés. Et pour que les salaires grandissent, il faut des entreprises qui aient de la croissance. Et pour que des entreprises aient de la croissance, il faut qu'il y ait de l'investissement dans notre pays. Et donc ça va avec ce que je disais tout à l'heure, il faut un climat fiscal, réglementaire qui rende notre pays attractif. Et franchement, c'est la 3e année, ça se sait peu ça, mais c'est la 3e année que la France est le pays le plus attractif d'Europe en termes d'investissements internationaux. Et ça crée de l'emploi. Personne n'en parle, mais le chômage est au plus bas depuis 15 ans dans notre pays, malgré les crises. Et donc c'est ça qui permet les conditions de la revalorisation salariale. Et évidemment que je suis pour, moi, que les salaires augmentent. D'ailleurs, ils vont augmenter par les NAO dans un certain nombre de branches. Nous valorisons et nous pérennisons la prime Macron à hauteur de 6 000 € pour que les entreprises puissent le faire. Mais vous savez, surtout, ce qu'il faut vraiment mettre en place dans notre pays, c'est une culture du partage de la valeur. Il faut que toute entreprise qui distribue des dividendes le fasse aussi pour ses salariés. Soit par la participation, soit par l'intéressement, soit par la prime Macron. Et ça, le rendre obligatoire et systématique, c'est une très bonne chose. Et c'est comme ça qu'on vivra mieux de son travail en France. Et moi, je crois profondément que si nos entreprises vont mieux, eh bien, les salaires seront meilleurs. Et il faut que cette culture-là d'entreprise infuse davantage dans notre pays. Ceux qui sont entrepreneurs le comprennent. Il faut, je crois, que maintenant, ce soit quelque chose de plus populaire et de plus général dans notre pays. Donc, non seulement c'est pas tabou, mais il faut même se battre pour que les salaires payent mieux. Très bien. Ali, question à Laurent Saint-Martin, député sortant. Bon, avant de poser la question, juste petite remarque. Moi, je ne connaissais pas M. Laurent Saint-Martin, député. Il est vrai que si tous les députés étaient un peu comme M. Laurent Saint-Martin, à mon avis, je pense que la France, à mon avis, et les députés iraient beaucoup mieux. Ça, c'est la petite caresse avant. Ah non, pas du tout. Ah non. Ali dit ce qu'il pense. Voilà. Non, moi je dis ce que je pense. Parce que c'est vrai que vous avez parlé avant d'une très belle définition du député. Là, c'est vrai parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'état du pays dans lequel on est. Et si aujourd'hui, en 2022, et le Covid a montré toutes les failles de notre pays, on a vu, hein, ce pays, on se rend compte. Moi, j'ai des amis qui vivent à l'étranger. Quand ils me disaient qu'en France, ils étaient très surpris de voir que dans les hôpitaux, on n'était pas capable de gérer. Disait la 6e puissance du monde n'est pas capable de gérer ça. Les gens étaient étonnés. J'ai des amis qui me disent mais je savais pas qu'en France les hôpitaux étaient dans tel état. Donc je dirais que la crise nous a quand même montré que notre économie, notre pays, il y a quand même de très grosses fissures, de fragilité. Maintenant, cette fragilité, il faut qu'aujourd'hui, elle soit... Et c'est là où, effectivement, vous avez parlé avant du travail du député sur le terrain. Ça, c'est fondamental et important. Bon, on se rend compte, vous l'avez dit avant, ça, je pense qu'à mon avis, c'est l'une des choses les plus importantes que vous avez dites, c'était l'histoire de la présence des députés. Je pense que ça, c'est le critère numéro 1 pour choisir un député. Moi, un député pour lequel je vais voter et qui n'est pas présent, sincèrement... je veux dire, moi, je suis du monde de l'entreprise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité. Tu n'es pas efficace, tu n'as rien à faire. Bon, vous, visiblement, vous êtes engagé et j'en veux preuve. Alors, puis, quelque part, vous étiez un petit peu contre certaines idées que le président proposait. Moi, je pense que les 5 ans qu'on a eus là, j'ai l'impression que le président, il veut faire quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. C'est un nouveau projet, il parle de nouveau, quand on entend « je vais m'occuper de l'éducation, je vais m'occuper de l'hôpital ». Donc j'ai l'impression, soit une forme de prise de conscience, mais en tout cas j'espère. Vous avez utilisé un mot qui est à mon avis, pour moi, l'un des mots les plus importants. Moi, je suis plutôt de tendance très optimiste. Moi, j'aime pas les gens qui passent le temps à se plaindre. On a un pays qui est riche, voilà. On a plutôt un problème de partage de richesse. C'est vrai, plutôt de dire de mettre les uns contre les autres. Maintenant, la question, moi, ce dont j'ai peur, c'est 2 choses. C'est l'abstention, qui malheureusement peut provoquer à mon avis, peut-être des chocs sur certaines circonscriptions. Et dans votre propre circonscription,
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez estimer que les personnes vont voter pour vous, sachant que vous sortez vous êtes un député sortant et que vous, visiblement, vous avez mené quand même des actions qui étaient, à ce que vous dites, positives. Voilà, donc 2 choses importantes pour moi. Alors, sur l'abstention, vous avez parfaitement raison. C'est un risque pour notre démocratie si nos concitoyens désertent les urnes. Il y a vraiment un risque à moyen terme, effectivement, que notre pays se mette en vraie difficulté, parce qu'à la fin, on sait très bien que ce seront les extrêmes qui vont prospérer de cela, et probablement les pires des extrêmes. Et donc, il faut que nos concitoyens aient confiance dans le politique, dans tout ce que cela représente. Et finalement, c'est un lien avec votre deuxième question. On rend les gens finalement présents aux urnes quand ils ont confiance dans leurs représentants et quand ils voient qu'ils bossent et quand ils font du terrain et quand ils sont là à leur côté et quand ils ne comptent pas leur temps. Parce que l'engagement pour les autres, si vous voulez, c'est quelque chose, c'est un sacerdoce, c'est très exigeant, mais on l'a choisi. Et donc il y a une question de contrat de confiance à avoir avec les électeurs. Ça c'est Darty, ça. Ouais, c'est Darty. Un député Darty, c'est bien. C'est celui qui respecte son contrat de confiance qu'il a demandé devant les électeurs. Il n'y a rien de plus insupportable pour nos concitoyens que de voir des personnes se faire élire et revenir 5 ans plus tard en disant « Coucou, c'est moi, vous vous souvenez, j'étais venu il y a 5 ans. » Vous êtes d'accord avec moi, il y en a encore, malheureusement. Bien sûr qu'il y en a encore. Et j'appelle vraiment à la conscience citoyenne. C'est pour ça que j'ai cité, par exemple, nos députés.fr. Il pourrait y avoir d'autres. Maintenant, il y a des indicateurs. Maintenant, il y a des indicateurs pour voir le boulot. Ouais. On peut plus tricher. Donc, tant mieux. C'est pas rien, la démocratie. C'est quand même une responsabilité énorme. Personne nous a obligés à le faire. Et donc, finalement, pourquoi est-ce qu'il faut revoter pour moi? Mais parce que je bosse pour le terrain. Vous posez les questions. Mais non, c'était la deuxième question d'Ali. C'est pour ça. Moi, c'est ma question finale, en fait, pour terminer. Donc, Monsieur Laurent Saint-Martin, député de la 3e circonscription du Val-de-Marne, député sortant, pourquoi il faut voter pour vous ce dimanche 12 juin pour vous réélire, tout simplement? Pourquoi? Premièrement, pour faire avancer le pays et pour permettre à Emmanuel Macron d'avoir une majorité, quelle que soit votre opinion pour Emmanuel Macron. C'est vraiment important. Maintenant qu'il est élu, ne bloquez pas le pays. Donnez une majorité au président de la République pour qu'on puisse justement avancer ensemble et travailler ensemble. J'y tiens beaucoup. Et la deuxième raison, c'est vraiment une raison locale. Si vous voulez qu'on continue à bosser ensemble pour l'avenir du territoire, de la 3e Circo, pour Villeneuve-Saint-Georges, pour Boissy-Saint-Léger, pour Limeil-Brévannes, comme on l'a fait pendant 5 ans, et les habitants savent tout ce qu'on a fait pendant 5 ans, je vous demande de me faire confiance 5 ans de plus. Bon, eh bien écoutez, bon courage et bonne chance pour cette nouvelle aventure. Et qu'est-ce qui vous intéresserait comme poste de ministre, M. Saint-Martin? Non, je prends note, je prends note. Je crois il forme le gouvernement déjà. Non, mais j'essaye. Je vais vous faire une réponse évidemment un peu langue de bois, mais vraiment... Ne pensez pas que le Parlement est l'antichambre du gouvernement, s'il vous plaît. Ce n'est pas la salle d'attente des ministres. Le Parlement est une institution qui doit avoir tout son pouvoir, toute son indépendance. Et être député, c'est une charge immense. Et on n'est pas député en attendant d'être ministre. Non, mais ça peut être des responsabilités très intéressantes d'être ministre, évidemment. Mais on ne se fait pas élire député pour attendre d'être ministre. C'est vraiment important de ne pas le prendre comme cela. Parce que sinon, c'est comme ça, là encore, qu'on s'éloigne du quotidien de nos concitoyens. Réponse le 19 juin. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le député Laurent Saint-Martin. À très bientôt. Merci de rester avec nous sur France Maghreb 2. Autre candidat, une candidate du côté de Marseille avec nous dans la 4e circonscription de Marseille, Kauter Ben Mohamed sur France Maghreb 2, accessoirement aussi chroniqueuse dans le Grand Forum. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Eh ouais, ça enchaîne, comme dit Kader Chiban avec nous ici sur France Maghreb 2. On travaille ici. Hein. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de travailler, mais voilà, ça change un petit peu. Il y a des sacrées cadences là, Christophe, c'est pour le prochain mandat. C'est comme ça, exactement. Alors nous étions dans le Val-de-Marne et nous partons cette fois-ci à Marseille avec quelqu'un que vous connaissez, parce qu'il a fait aussi partie de l'équipe et je l'aime beaucoup d'ailleurs, Kauter Ben Mohamed. Et pour commencer, on va lui souhaiter, messieurs, un bon anniversaire, Kauter. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Happy birthday. Happy birthday. On n'a pas la musique. Non, on n'a pas la musique. Merci. On va chanter en anglais. Je veux un chant. Alors s'il n'y a pas la musique, je veux un chant. S'il vous plaît. Vous êtes Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Kauter. Happy birthday to you. Voilà.
Feliz cumpleaños, même en espagnol si tu veux. Ah, la Feliz cumpleaños en espagnol et même en arabe. Hein. Ouais, exactement. Bon, alors Kauter Ben Mohamed, bonjour et bienvenue, ravi de te retrouver. Avec mes côtés Ali et Kader Chiban qui sont là. Kauter, comment se passe la campagne dans la 4e circonscription de Marseille, Kauter? Écoute, c'est une campagne, je t'avoue, assez unique. Moi qui en ai quand même quelques dizaines derrière moi. Quelques dizaines avec des partis politiques sans jamais avoir été encarté ou syndiqué, mais en soutien à des personnalités auxquelles je croyais. Et malheureusement, je me rends compte que mener une campagne, en particulier sur cette circonscription, sans moyens financiers, sans équipe organisée, professionnelle de la politique, c'est assez compliqué. Et au-delà de ça, moi qui suis pourtant une femme de médias et qui travaille sur une chaîne nationale, je suis totalement boycottée des médias locaux et nationaux. Et quand on mène une campagne aussi rude sur un territoire aussi sinistré et traumatisé et abandonné que celui-ci, et qu'on n'a pas accès aux médias alors que nous sommes en face d'un dinosaure de la politique qui est le candidat le plus médiatisé de France, c'est compliqué, c'est déloyal, mais bon, nous menons cette campagne de manière courageuse en espérant que les 88% d'abstentionnistes de ce secteur, s'ils savent que je m'engage, parce qu'il est là le problème, ils n'ont pas l'information via les médias, s'ils savent que je m'engage, se déplaceront ce dimanche et me propulseront au sein de l'Assemblée. Et ça serait franchement un beau message pour toutes les personnes qui font de la politique autrement, pour toutes les femmes célibataires qui essayent d'exister politiquement en dehors et dans les partis. Parce que si moi, je gagne ou si moi, je suis sélectionnée, ne serait-ce qu'être sélectionnée et présente au second tour, c'est un message qu'on envoie à tous les enfants des quartiers populaires et à toutes les femmes de ce pays, intramuros et d'outre-mer, en leur disant engagez-vous, soyez courageuses, allez-y. Des fois, les réseaux peuvent mieux marcher que les professionnels et touristes de la politique. Donc, je mène un combat, certes sur la 4e circo, mais qui symboliquement s'adresse à tous les Français et à tous les enfants de l'immigration. Alors, présente-nous cette 4e circonscription. Tu nous parlais d'un territoire abandonné, on peut le dire. Hein, moi qui d'ailleurs reviens, pour ne trahir aucun secret, de Marseille, j'ai pu le constater là aussi. Cette 4e circonscription, elle regroupe quel endroit de Marseille ? Cette 4e circonscription est très particulière puisqu'elle regroupe le 1er, le 2e et le 3e, ce qui englobe la totalité du centre-ville de Marseille, qui est la seconde ville de France. Et nous avons à son sein, où j'habite moi, dans le 2e, parce que je rappelle que j'œuvre dans ce territoire, mon fils y est scolarisé, donc c'est un territoire que je connais particulièrement bien. Et donc nous avons en face de chez nous le port de Marseille, qui est quand même un endroit qui présente des avantages économiques et des potentialités économiques qui sont formidables et qui malheureusement n'est pas exploité. Mais nous avons, à moins d'1 kilomètre, le 3e arrondissement de la ville, qui est malheureusement pour nous, qui détient un triste record, celui d'être l'arrondissement le plus pauvre d'Europe. Et donc, dans la réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces pauvres Roms qui fuient leur pays et qui préfèrent dormir par terre chez nous dans la rue, leur pays, les quartiers de leur pays, les arrondissements de leur pays sont moins pauvres que le nôtre. Ouais. C'est ça qui est la réalité. Et c'est un territoire comme Marseille, de manière... Marseille n'a pas d'exclusivité, je ne vais pas non plus faire un tableau complètement noir, mais voilà, Marseille, le clientélisme et la corruption sont bien ancrés au niveau de la politique depuis l'ère de fer. Mais ce territoire-là en particulier, c'est des gens qui sont maltraités. C'est des gens où je vous donne un exemple, à vous et à vos auditeurs, je suis scandalisée de ce qui s'est passé samedi. Samedi, je vais faire campagne, je vais à la rencontre des habitants que je connais la moitié de la population, et je tombe sur un vieux monsieur, donc près de Félix Piat, dans le 3e arrondissement, qui attendait un taxi pour aller faire sa piqûre. Il était 17h. Et donc, je parle avec des habitants, je me vends, pourquoi moi et pas les autres. Et je vois que ce monsieur commence à dépérir, il faisait hyper chaud. Il a attendu, je vous la fais court, 10 minutes un taxi. Le taxi ne vient pas. Donc, j'appelle de mon téléphone un taxi. On me dit qu'il n'y a pas de taxi disponible. J'appelle la 2e société de taxi marseillaise qui ne me répond pas et qui me raccroche au nez. Donc, je commande un Uber de mon téléphone que je paye. Je commande un Uber pour que ce monsieur aille faire sa piqûre dans un quartier qui est situé à 4 minutes 30 en voiture, mais qui est hyper loin en transport en commun. Parce que voilà, les transports, c'est aussi très compliqué ici. Je vous la fais court, ça s'est passé. Donc, j'ai pris ce monsieur en charge à 17h10. Le centre médical fermé à 18h. À 17h58, nous n'avions ni Uber, ni taxi qui est venu le prendre en charge. Donc, il est remonté chez lui, il a appelé les pompiers. Donc, voilà, la 2e ville de France, dans le centre-ville de cette ville, les personnes qui sont malades, qui sont polypathologiques ou pathologiques, n'ont pas accès à un taxi pour aller se soigner parce qu'il n'y a pas de centre médicaux dans ces endroits. La désertification médicale, ce n'est pas
que dans les villages. La désertification médicale, on l'a subie de plein fouet dans la deuxième ville de France, dans le centre-ville. Pareil pour la mobilité, pareil pour l'accès à un emploi, à une maison de jean. Je rappelle que dans ce secteur, dans le 1er et le 3e arrondissement, détiennent un triste record aussi. C'est les 2 arrondissements qui détiennent le plus d'arrêtés de péril et d'évacuation depuis le drame de la rue d'Aubagne. Et je rappelle que le drame de la rue d'Aubagne, c'est 2 immeubles qui se sont effondrés à 500 mètres à vol d'oiseau du Vieux-Port, et donc de la mairie centrale. 2 immeubles qui se sont effondrés, qui a causé la mort de 8 morts. Oui, donc à Marseille... Je rappelle, Kauter, que cette association Marseille en colère, dont tu es la présidente aujourd'hui, et ceci me laisse l'occasion de parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours à Marseille, où des membres de la NUPS, on va les appeler ainsi, sont venus faire campagne, et notamment en voulant créer une loi Aubagne, ce qui a provoqué une certaine colère chez toi, et tu es donc parti à leur rencontre et leur faire savoir d'ailleurs que on ne fait pas de la politique en récupérant des drames. Écoute, moi je trouve déjà scandaleux déjà d'y avoir pensé, de l'avoir fait encore plus, sachant que M. Mélenchon est déjà député de cette circonscription, qui a cumulé plein de drames et plein de catastrophes durant son mandat. On a eu le drame de la Plaine, on a eu le drame de la rue d'Aubagne, on a eu la mort de Zineb Redouane. M. Mélenchon, on ne l'a jamais vu sur ces drames. Il n'a même pas présenté les condoléances, et je peux en attester parce que je suis particulièrement proche des familles de victimes de la rue d'Aubagne, et je suis la porte-parole officielle de Mme Redouane. J'ai été désignée par son fils aîné, Samir Redouane, au niveau officiel pour l'avocat, pour les expertises, etc. Et je suis celle, avec l'aide d'un député de La République En Marche, qui a sorti au bout de 23 jours Mme Redouane, paix à son âme, de la morgue, et qui l'a renvoyée à ses enfants pour qu'elle puisse être enterrée dignement, parce qu'on n'y arrivait pas, et c'est pas M. Mélenchon avec son papier en tête de l'Assemblée qui est intervenu. Et donc, nous, moi j'ai pris la parole parce que les délogés, c'est encore très douloureux pour eux aussi, les personnes qui ont été délogées de la rue d'Aubagne, ou d'ailleurs, et qui ont réintégré ou pas. Ils m'ont appelé, c'était le jour de la fête des mères. Mélenchon a rassemblé la totalité de ses candidats, dont M. Bompard, le parachuté, qui croit qu'à Marseille... on en parlera tout à l'heure si j'ai l'occasion, il n'y a pas de personne qui est assez capable à gauche de représenter Marseille à l'Assemblée, puisque nous avons besoin de toute évidence, d'après M. Mélenchon et M. Bompard, d'être sous tutelle. Donc ces gens-là qui n'ont jamais été actifs, bien que déjà élus sur la rue d'Aubagne, veulent faire une loi de la rue d'Aubagne sans en informer les familles de victimes, sans les consulter, ni consulter les habitants de la rue d'Aubagne ou d'ailleurs. Ok ? Donc je trouve ça d'une indécence absolue. D'autant que si ces gens-là arrêtaient un peu de mentir aux Français de manière générale et aux Marseillais en particulier sur cette question qui est extrêmement sensible chez nous, la loi de lutte contre l'habitat indigne existe déjà. Il faut juste que le pays ait les moyens de l'appliquer. Donc il y a un double mensonge, une double manipulation pour des personnes qui sont déjà élues sur cette circonscription, dont M. Mélenchon lui-même, qui n'a absolument rien fait, même pas la décence de présenter les condoléances. Si moi, de chez moi, à l'époque, j'ai retrouvé des familles, j'ai pu sans être personne ni élue, juste une maman, juste une femme de Marseille qui a été traumatisée, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, de gauche et de droite, par ce drame. Si nous, on a pu retrouver les familles, les soutenir, M. Mélenchon, avec les moyens financiers qu'il a, et humains, et tout simplement la logistique, il aurait pu les retrouver. Donc la récupération est déjà scandaleuse. Donc je suis arrivée, et j'étais hyper en colère, mais ma colère est légitime et justifiée. J'ai pris le micro pour parler, et là, la totalité des candidats et des militants de la NUP m'ont encerclé, ont coupé le micro parce que je ne voulais pas arrêter de parler en disant que c'était scandaleux, que nous ne supportions pas avec les familles qui étaient avec moi, qui m'avaient appelé, alors que j'étais avec mon fils en mode fête des mères, tout simplement. Que nous ne supportons pas cette récupération, et ils m'ont encerclé, ils m'ont arraché le micro, ils m'ont coupé la parole. Ils m'ont pas laissé parler, il a fallu que je hurle pour me faire entendre auprès de cette assemblée qui était tout sauf les habitants de Noailles, sauf les concernés, sauf les familles de victimes. Alors que je considère que moi, si M. Bompard, demain, et de toute évidence aujourd'hui, puisqu'il est candidat, veut représenter les habitants, une attitude digne d'un élu et d'un futur représentant, et d'ailleurs d'un élu qu'il est déjà, puisqu'il est déjà député européen, ce monsieur, aurait été de dire, laissez parler cette dame. Elle parle avec émotion, mais l'émotion est justifiée, c'est quelque chose de douloureux. Elle vit ici, elle a travaillé. Laissez-la parler, je vais lui répondre. Mais non, M. Bompard s'est barré. Donc, quand on n'a pas le courage d'affronter une femme engagée qui a porté cette question à bout de bras, comment vous voulez que ce monsieur puisse demain représenter dignement, même si c'est des questions nationales. Moi, je suis engagée sur le logement, la lutte contre le logement indigne, la lutte contre les marchands de sommeil, l'école aujourd'hui rénovée et innovante pour que nous puissions demain former les enfants qui sont nos citoyens de demain, sur la mobilité, sur la protection de nos aînés. Quand on n'est pas capable d'affronter une femme engagée, comment aujourd'hui ce monsieur peut être
capable de représenter les habitants d'un des secteurs les plus sinistrés du pays. C'est une honte, c'est une imposture. Qu'est-ce qui t'a poussé, Kauter, à te présenter, à présenter ta candidature? Est-ce que justement c'est l'inaction, selon ce que tu nous racontes, de Jean-Luc Mélenchon, qui est donc député de cette circonscription, qui est la tienne, et ce parachutage qui est proposé avec Monsieur Bompard? C'est ça qui t'a convaincu d'y aller, Kauter? Ce n'est pas un parachutage proposé, c'est un parachutage imposé. En 2017, M. Gérald Souchet, que je connais personnellement, qui n'est pas un ami, mais que je connais, qui est quelqu'un d'actif sur le terrain, qui est professeur dans un lycée, qui habite sur le secteur, à La Plaine, etc., était candidat. Mélenchon a décidé, comme le grand roi, pour qui il se prend, que la République c'est lui et tout c'est lui, donc il s'est venu, il s'est imposé, il a pris la place de Gérald qui avait été désigné de manière totalement démocratique au sein de la France Insoumise, il ne l'a même pas pris comme suppléant, et il a récupéré le mandat. Aujourd'hui, au-delà de son inaction, il nous refait l'inaction au niveau local et au niveau national depuis 45 ans, rappelons-le. Hein. C'est mon anniversaire aujourd'hui, il a 45 ans de mandat. Je demande le quiz, si on a un quiz à faire aujourd'hui, c'est quelle loi, quelle mesure de loi, qu'est-ce qu'il a apporté ce monsieur en 45 ans de mandat en étant secrétaire d'État, sénateur, conseiller général de l'Essonne, député européen, député de la Nation. Qu'est-ce qu'il a fait en fait, à part parler, il parle bien, il n'y a pas de problème, il rassemble, c'est un grand orateur, on ne peut pas lui enlever, mais en termes d'efficacité, excusez-moi. Donc ça, c'est la première chose. Donc, M. Bompard, la candidature de M. Bompard, moi, j'ai jamais été encarté ni syndiqué, mais j'ai été proche de certains partis de gauche et j'ai été proche de certains syndicats. Je la trouve scandaleuse, et moi, si j'étais aujourd'hui une sympathisante ou une militante, que ce soit de la France Insoumise, du Parti communiste, du Parti socialiste ou d'Europe Écologie Les Verts, je serais dans une rage folle parce que ce parachutage, c'est quoi le message qu'il envoie? Ça veut dire que dans tous ces militants engagés qui rêveraient ou qui ont l'ambition, à juste titre ou pas à juste titre, d'être demain députés, M. Mélenchon leur dit que dans tout ce peuple de gauche, unis, soi-disant, sous une bannière qui s'appelle la NUPS, qui est une imposture absolue, il n'y a pas un militant marseillais qui, aux yeux de Mélenchon ou de Bompard, est en capacité de nous représenter, de proposer des lois au niveau national. C'est une insulte à tous les militants de gauche, à tous les membres des partis politiques de gauche qui font vivre à leur manière cette ville, même si j'adhère pas au parti, etc., mais qui sont des acteurs locaux, qui la tiennent debout, malgré les violences et les catastrophes que nous accumulons malheureusement, malgré les impostures comme celle du printemps marseillais où les gens ont voté pour une femme écologique et qu'on a le rejeton de Guérini aujourd'hui sur le trône de Marseille, malgré tous les traumatismes qu'on enchaîne, aujourd'hui, ces Jacobins nous disent vous n'êtes pas capable de vous représenter. Vous avez besoin d'être sous tutelle, soit d'un Toulousain, soit d'un Parisien. Et ça, c'est intolérable. Donc oui, ça a été une partie de ma motivation. Mais c'est pas que ça. C'est les habitants, moi, au quotidien, dont je m'occupe. Je rappelle que ne serait-ce que sur l'habitat indigène, j'accompagne 539 familles au quotidien sur, au départ, la problématique du logement indigène. Mais ces personnes n'ont pas que cette problématique. Donc ça découle sur la santé, sur l'accompagnement à l'emploi, sur l'accès aux droits, sur les problèmes avec les enfants. Donc, je fais tout ça toute seule, sans subvention, de chez moi, parce que je rappelle qu'à Marseille en colère, ceux qui sont à la tête de cette association, même si c'est moi qui l'ai fondée, c'est uniquement les délogés, que je suis une personne ressource qui est désignée et que demain, je peux partir s'ils le décident et je leur laisse la maison parce qu'elle n'est pas à moi. Les causes que je défends, les combats sur lesquels je suis engagée ne m'appartiennent pas. Ce sont des combats collectifs pour le bien commun. Rien ne m'appartient. Je donne, je fais ma part comme un petit colibri, mais rien ne m'appartient. Et aujourd'hui, de voir tous ces gens, tu sais Christophe, vous savez, je fais campagne. Il y a des gens qui me connaissent pas, qui me connaissent de la télé, d'autres qui me connaissent par rapport à la lutte du logement indigène parce que j'avais été très médiatisée sur ces questions-là. Quand ils savent, quand je vais à leur rencontre dans la rue et qu'ils me croisent et qu'ils savent que je suis candidate, moi je suis émue, je suis complètement déstabilisée par cette émotion. Ils me fondent dans les bras, ils pleurent. Merci, parce qu'avec vous, on sait que vous serez toujours là. Vous avez toujours été là. Vous nous défendez. Moi, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur que dans cette circonscription où mon fils est né, où il grandit, où il fait ses activités, où je suis active, où je vis, où j'ai acheté mon appartement parce que je m'y sens bien, que dans cette circonscription, 88% des habitants ne vont plus voter. Ça veut dire qu'ils n'ont plus d'espoir pour eux, pour leur propre vie, qu'ils n'ont plus d'espoir demain pour leurs propres enfants. Alors moi, je m'engage aujourd'hui. Si on y arrive, tant mieux. Mais si on n'y arrive pas, il faut bien que tous ces Jacobins entendent bien qu'à chaque élection, ils me trouveront, ils nous trouveront sur leur chemin parce qu'on ne laissera plus notre parole.
On ne leur donnera plus de délégation de pouvoir. Nous sommes capables de nous organiser. Nous sommes capables de nous défendre. Nous ne sommes pas des immigrés. Nous ne sommes pas des mangeurs de miettes. Ce pays, il nous appartient. Nous sommes aussi ce pays. Cette identité, elle est nôtre et on en fait partie. Nous sommes une richesse et nous sommes largement en capacité. Et là, il ne s'agit pas de Noirs et d'Arabes. Il s'agit des enfants des quartiers populaires à qui la chose publique et la chose politique est confisquée par ces jacobins qui sont une caste qui se cooptent entre eux, qui ne se parlent qu'entre eux, qui ne se réunissent qu'entre eux et qui sont complètement déconnectés des réalités de la majorité des Français dont ils ne font plus ou pas du tout dès le départ partie. Dès le départ, ces gens ne savent pas comment on vit. Ces gens ne sont pas confrontés à nos difficultés. Kauter. Ces gens ne connaissent pas nos besoins. Excusez-moi, je suis passionnée, donc je vais loin. Je sais, mais moi j'ai une autre passion. Ça nous met en colère. J'ai une autre passion, c'est la pub, c'est une Kauter. candidature citoyenne qui est pour les gens et avec les gens, et on sera toujours là. Alors, on ne laissera plus. Ne bouge pas, ma Kauter. On se retrouve dans un instant, juste après la petite pause. Kauter Ben Mohamed, candidate dans la 4e circonscription, et France Maghreb 2, qui est la première radio franco-maghrébine sur Marseille. Si après ton passage, les gens sont encore pas au courant de ta candidature, c'est qu'ils font exprès. À tout de suite, ne bougez pas. Avec Kauter Ben Mohamed, Ali et Kader Chiban qui ont des questions à te poser. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct dans votre émission de référence qui s'appelle Le Grand Forum, tous les jours de 16h à 18h avec Ali, notre directeur commercial, avec Kader Chiban, notre conseiller régional Île-de-France, Europe Écologie Les Verts, et notre invité Kauter Ben Mohamed, candidate dans la 4e circonscription de Marseille sur France Maghreb 2. Je crois que le message très important, Kauter, il est pour ceux, et tu l'as dit d'ailleurs, ce chiffre est terrible, 88% d'abstention pour les abstentionnistes. Qu'as-tu à leur dire aujourd'hui, Kauter, à ceux qui ne croient plus en la politique, à ceux qui ne croient plus, à ceux qui viennent de Paris ou d'ailleurs, à ces parachutés qui viennent essayer de parler d'une problématique qui ne connaissent en rien finalement. Qu'as-tu à leur dire à ces abstentionnistes qui sont très nombreux, qui sont majoritaires et qui peuvent changer la donne, si je puis dire, Kauter? Exactement. Moi, je peux dire que je les comprends pour la première fois de ma vie. Moi qui ai toujours initié des actions pour que les jeunes s'inscrivent, pour que les moins jeunes s'inscrivent sur les listes électorales, que tout le monde s'engage politiquement au-delà de s'inscrire. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je crois que ça a été le premier élément déclencheur de cette candidature, au-delà des parachutages, de leur inaction, etc., c'est que pour la première fois de ma vie, au premier tour des présidentielles, je n'ai pas voté. Parce que depuis le duel Chirac-Le Pen en 2002, nous assistons à la montée des extrêmes d'un côté et de l'abstentionnisme de l'autre, qui est devenu le premier parti de France. Et moi, j'ai peur pour nous, j'ai peur surtout pour nos enfants, quand je vois qu'aujourd'hui, ces gens qui se gargarisent d'être élus à 50%, à 30%, à la majorité, sont élus, en tout cas sur mon territoire, avec, oui, 50%, 54%, de 12% des inscrits. Je prends ma circonscription, il y a 145 000 habitants, c'est l'une des plus petites de Marseille. Il y a 67 000 inscrits. Donc les gens se gargarisent, voilà, je suis le meilleur, je suis le plus beau, mais ils sont élus avec la majorité, enfin avec 50%, de 12% de 67 000 habitants dans une ville de près d'1 million d'habitants. Pour moi, c'est limite un déni de démocratie. Donc moi, ces abstentionnistes, qu'est-ce que j'ai à leur dire? Je comprends que vous n'y croyez plus. Je comprends votre déception. Je comprends que tout ça vous semble tellement loin par rapport aux besoins primaires quotidiens, c'est-à-dire vivre dans une maison normale où vous n'avez pas peur que ça s'effondre, où vous n'êtes pas malade à cause de l'humidité, à cause du paludisme, plein de maladies qui sont liées au mal habitat, que ce soit aussi bien l'habitat indigne que l'habitat en termes de péril. C'est des dangers pour la santé des gens et pour la santé de leurs enfants. Donc je peux comprendre que l'école c'est compliqué, que les gens n'ont pas de quoi manger quand on leur parle d'environnement, mais quel environnement? Il faut d'abord manger, après on verra l'environnement. Quand il y a une assiette vide ou quand il n'y a pas d'assiette tout court, c'est compliqué pour toi de penser à la planète, de ne pas la faire exploser. Ok? Parce que déjà, chez toi, c'est explosé. Donc, tous ces gens pour qui c'est extrêmement compliqué, pour qui l'inflation est une double peine, qui n'arrivent plus à mettre de l'essence pour aller travailler, qui n'ont pas accès aux soins, je leur dis, je ne suis pas comme eux. Je suis une d'entre vous. J'ai déjà été candidate dans le passé et j'ai refusé de fusionner avec Monsieur Gaudin et avec Monsieur Guérini, enfin l'alliance Guérini-Menucci en 2014, parce que je m'étais pas présentée pour avoir un poste, pour avoir des indemnités. Je m'étais présentée pour dire aux Marseillais, levez-vous, organisez-vous, vous êtes capable d'être conseiller d'arrondissement, d'être conseiller municipal, d'être adjoint de secteur. Nous sommes capables de tout ça, mais ça nous est confisqué. Et moi, quand je vois que Marseille, ça c'est le début de mon engagement politique il y a un peu plus de 10 ans, quand je vois que Marseille aujourd'hui
fabriquent en partie des assassins, parce que derrière les règlements de compte, c'est des assassins, c'est nos enfants, c'est les enfants de Marseille. Même si j'en ai pas dans ma famille, voilà, je remercie Dieu, tout le monde, enfin, je sais pas, ou l'éducation, mais tous ces enfants qui n'ont pas de perspective d'avenir, qui ne rêvent plus d'un avenir, qui sont là, qui s'entretuent pour un bout de shit, pour un bout de réseau. Je suis malheureuse de tout ça, je ne l'accepte pas. Et je dis à tous ces abstentionnistes, vous ne devez pas l'accepter aujourd'hui. Donc oui, ne choisissez plus ces professionnels de la politique, ne choisissez plus ces touristes de la politique. Engagez-vous et choisissez l'une d'entre vous, une Marseillaise qui est née ici, qui est engagée depuis des décennies, qui, à la différence de ses élus, n'a pas de mandat, mais un bilan d'action positif, qui a participé à des co-constructions de politiques publiques, de protection pour le logement, pour protéger les personnes qui sont victimes de logements indignes, qui a porté plainte contre Godin en 2013 avec un collectif de parents, on était 17, alors qu'il y a 77 000 enfants scolarisés à l'époque. Nous avons porté plainte contre Godin pour les écoles et nous avons gagné en cassation. Vous avez le droit de vivre dignement. C'est pas une faveur qu'on vous fait, c'est pas une fleur, c'est un droit. Et moi, je n'attaque qu'au niveau légal, que ce soit avec le collectif d'avocats que nous avons monté post-rue d'Aubagne, que ce soit par rapport aux écoles, il faut avoir le courage d'exiger vos droits. Bien sûr, nous avons des devoirs envers notre pays, mais nous avons aussi des droits. Et le premier droit, c'est d'exister politiquement, c'est d'arrêter de vous confisquer la parole, c'est de redonner la parole au peuple. Et de fait, quand on leur redonne la parole, on leur donne du pouvoir, le pouvoir à chaque citoyen de s'exprimer sur ses besoins, sur ceux de ses enfants, sur comment il veut vivre dans la ville, qu'est-ce qu'il a besoin dans la ville, pourquoi il est privé d'emploi. Moi, des fois, je vais avec mes colleurs, je vais coller, parce que ça m'intéresse le monde de la nuit. Parce que les gens qu'on voit la nuit dans la rue, c'est pas ceux du jour. Et à chaque fois, je tombe sur des groupes de jeunes. Et je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites à 2h du matin dehors, les gars? Mais je dis, tata, on habite dans un T2 avec ma mère, on n'a pas d'intimité, on a 19 ans. Et en plus, l'appartement, il est pourri. Donc, ils se retrouvent dehors entre eux. Et bon, dehors, après, c'est plus facile. Enfin, on peut tomber dans des conneries ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est le monde de la nuit, c'est pas sain. Et tous me demandent, tata, tu n'as pas un travail pour nous? Tata, tu n'as pas un travail? Et je suis désespérée que des jeunes qualifiés ou moins qualifiés ou qui n'ont pas réussi à l'école parce que pour X raisons, il y a des raisons qui sont pas forcément de la faute des jeunes, parce que moi je considère que être un scolaire en 2022, c'est pas être un scolaire en 1950 ou en 1970. L'école doit être rénovée physiquement en termes d'accueil de locaux, mais le contenu de l'école doit être aussi innovant aujourd'hui. Il ne correspond pas aux enjeux du 21e siècle, du 22e siècle, des métiers d'aujourd'hui et de la manière dont on vit aujourd'hui. Donc tous ces gens, il y en a qui ont une part de responsabilité, mais il y en a qui subissent un système qui n'est plus adapté, des lois qui ne sont plus adaptées. Et moi, mon rôle, ce que j'ai envie de faire, parce que je l'ai subi, parce que je viens du terre-terre, comme on dit, parce que j'ai évolué, que je suis considérée comme une bobo par les miens au départ, parce que moi, je rappelle que je suis née dans des bidonvilles et que c'est l'école de la République qui m'a permis de monter, de savoir parler, de maîtriser le français, de maîtriser mes droits, d'offrir le meilleur à mon fils et aux enfants qui sont autour de nous et à chaque personne qu'on croise, parce que on est là en CDD. On va tous mourir. L'objectif, c'est de vivre en bonne intelligence, ensemble, en se respectant, en étant tolérants, en acceptant les différences de chacun, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Ce pays, il est à nous tous, mais il sera à nous tous réellement quand on sera tous autour de la table et que nous ne nous retrouverons pas à l'Assemblée ou dans les mairies ou au Sénat qu'une caste qui confisque encore une fois la parole à ceux qui font les villes, à ceux qui les tiennent, à ceux qui font que notre pays soit encore debout. Donc, à tous les abstentionnistes, votez pour moi parce que je suis l'une d'entre vous, mais venez vous engager à mes côtés. Il y aura d'autres échéances et vous méritez vous aussi d'être entendus, d'être respectés et de porter nos voix, vos voix dans les plus hautes instances locales et nationales. Une femme de conviction, Ali, hein, avec nous, Kauter Ben Mohamed. Je ne vous connaissais pas, mais effectivement, merci. Là c'est même plus trop d'émotions, je crois. Là. Oh, merci. Alors, il y a trop d'émotions. Oui, bon, Ali. Remets-toi quand même. Oui, non, monsieur, non, parce que c'est beaucoup d'émotions, parce que vous évoquez tellement de sujets, vous faites de l'histoire, la colonie, l'Algérie, la situation. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous découvrez ce que c'est que la politique. Les politiques, effectivement, ce sont que des rapports de force. Ce que vous vivez aujourd'hui à Marseille, c'est ce que des gens vivent dans d'autres villes de France, pardon. Hein. Vous avez les mêmes problèmes à Strasbourg, à Mulhouse, à Nantes, ou je ne sais où. Donc moi, je pense que la cause, certes, peut-être, elle est noble. Ce qui est important pour moi, et j'espère pour vous, c'est peut-être travailler beaucoup dans l'efficacité, puisque là, effectivement, vous étiez en train de dénoncer ces accords avec le parachutage de quelqu'un qui ne connaît pas la circonscription. Vous avez parfaitement raison, mais la finalité, c'est quand même d'être efficace. Or, de ce que j'entends,
je crois que si demain matin, on faisait voter les abstentionnistes avec un clin d'œil dans la rue ou crier votre prénom, je crois que vous seriez élu à Marseille avec 88% des voix, puisque les gens ne votent pas. Donc tout le monde voterait pour vous. C'est clair et net. Or, le problème auquel vous êtes confronté peut-être aujourd'hui, c'est que vous devez séduire les gens, pour qu'ils aillent voter. Donc vous dites que vous ne disposez pas effectivement peut-être de moyens matériels, vous faites avec ce que vous pouvez, c'est vrai. Moi, la question que j'aurais à vous poser, mais vous n'avez vraiment pas trouvé un groupe politique avec lequel vous pouvez quand même défendre vos idées. Et je pense que peut-être une personne... C'est un peu dommage, parce que peut-être qu'une personne comme vous serait utile au sein d'un parti, quitte même à le faire évoluer. Parce que c'est peut-être un petit peu dommage. Parce que là, en étant seul, et avec les idées que vous prenez, les projets que vous souhaitez, l'ancrage que vous avez, les solutions effectivement que vous proposez, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que seul, ça va être... faut être un peu réaliste, un peu mission impossible. Mais il n'y a vraiment aucun parti politique, même avec lequel vous auriez pu éventuellement intégrer, travailler avec eux? Bien entendu, il n'y a aucun parti politique. Autrement, bien entendu, je serai au sein de ce parti politique. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs politiquement, mais à Marseille, c'est très compliqué. À Marseille, nous sommes dans une ville qui est vraiment de cooptage, de porteurs de valises, excusez-moi de parler mal. La compétence et l'intégrité font peur. D'accord. C'est-à-dire que si je n'ai pas été intégrée au printemps marseillais, alors que je connais la totalité des élus, y compris le vrai maire et le faux maire, celui qui a pris le pouvoir après. D'accord. Je ne connaissais pas cette expression. Non, mais voilà. Avec Kauter autour de la table, si vous voulez. Quand je suis allée aux premières réunions du printemps marseillais, qui s'appelait à l'époque Mad Mars, moi j'ai été estomaquée. Donc c'est toujours des personnes qui sont catégorie sociale plus, et non pas que plus. D'un certain âge avancé, donc ça ne veut pas dire que les personnes âgées ne doivent pas être autour de la table, je dis qu'il ne doit pas y avoir que des personnes âgées, que des catégories sociales supérieures, et qu'il doit y avoir tous les habitants, toutes les nationalités, toutes les forces vives. Vous voyez ce que je veux dire? Et que donc, le tout, à Marseille en particulier, on a beaucoup de problèmes avec ça, et qu'encore une fois, le problème que nous avons aujourd'hui avec la NUP reflète ce que nous avions au printemps marseillais, et reflète ce qu'on a dans les partis, en fait. C'est-à-dire que dès que vous avez un peu de charisme, beaucoup de conviction et que vous n'êtes pas du tout à vendre, c'est-à-dire qu'on peut vous attraper sur rien. Moi, je n'ai rien accepté de personne. Je travaille de chez moi. J'ai essuyé un peu moins d'une dizaine d'années de problèmes de santé importants qui m'ont immobilisée. Je suis passée d'un très très bon salaire au chômage, au RSA santé. Ça a été compliqué et je ne me suis pas vendue. Et donc, si vous voulez, dans cette ville, quand on n'a pas de dossier contre vous, on ne vous laisse pas une place visible parce que vous êtes un électron libre et que pour eux, vous partis aussi ou les syndicats, c'est parce que... Allô? Oui, on t'écoute, Kauter. C'est que moi, ici, après je parle d'ici vraiment localement, hein, je parle ni de salon en Provence, ni d'Aix, ni même de Paris, je ne connais pas. Ici, localement, quand vous travaillez, et que vous travaillez pour le bien commun, et que le bien commun passe avant l'intérêt du parti ou du syndicat, ben vous n'êtes pas incluse en fait. Parce que c'est d'abord le bien du parti, d'abord le bien du syndicat, et après le bien commun. Et moi, mon premier enjeu, ma première bataille, c'est Marseille, et c'est tous les Marseillais, au nord, au sud, centre-ville, à l'est, les vieux, les jeunes, les riches, les pauvres, les religieux, les pas religieux, les athées. On est ensemble, c'est vraiment quelque chose. Moi, vous savez, je suis née dans des bidonvilles. À l'époque, on ne nous demandait pas quelle nationalité on était. On était tous dans la merde, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Enfin, il y avait de l'électricité, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de toilette. On ne se posait pas la question, on était tous solidaires, on mangeait ce qu'il y avait ensemble, etc. Moi, quand je rentre aujourd'hui, les gens me disent, oui, tu es de droite, de gauche. Moi, je me base sur des problématiques qui sont transversales. Quand je rentre dans une maison où ça s'est effondré, je ne demande pas à la personne sa carte de votant. Même si c'est quelqu'un du FN, je vais la sauver, je vais la mettre en sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? L'habitat digne, l'accès à l'éducation, l'accès à la mobilité, la protection de nos aînés, la protection des personnes qui sont battues, hommes ou femmes, ou qui sont des violences conjugales, et leurs enfants, tout ça, l'inclusion des personnes qui ont un handicap. Moi, je suis désolée, tout ça, je suis pas partisane, moi, en fait. Je suis sur des problématiques qui sont des droits au départ, qui sont pas respectés, et je me fous du salut de la NUP, je me fous du salut de Pécresse, je me fous du salut de Macron. C'est pas ça qui m'intéresse. Il y a un jeune un homme qui est très engagé, Aïdan, excuse-moi, pas ta carte dans mon sac. Donc, excusez-moi, c'est mon fils qui part à son cours, donc il faut que je lui donne sa carte de bus. Donc, le gars me dit, Kauter, je te soutiens si tu votes toutes les lois contre Macron. J'ai dit, ben non, ne me soutiens pas. J'ai dit, moi, je vais pas voter toutes les lois contre Macron, toutes les lois contre Mélenchon. Je me fous de tout ça, en fait. Moi, je vais voter pour des lois qui améliorent la vie des Marseillais et des Français parce que c'est un mandat national et pas qu'un mandat local. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des ponts
avec les personnes qui travaillent pour le bien commun, que ce soit un député du Pacoul, comme on dit à Marseille, d'un petit patelin perdu, que ce soit un député de la République en marche, que ce soit Monsieur Ruffin demain, je m'en fous. Moi, tant que ça va dans le sens du bien commun, je vais soutenir ce projet, cette loi, cette action, bec et ongle, pour qu'elle soit mise en place. En fait, c'est ça qui m'intéresse. Et dans les partis politiques, ce que je regrette, c'est que c'est toujours, encore une fois, je vais me répéter. Tu vois, moi, si j'étais aujourd'hui à la France Insoumise, en quartier, à la France Insoumise, comme tu viens de me le dire, c'est dommage, oui, c'est dommage. Ou dans n'importe quel parti de gauche qui a signé cet accord, moi, que tu me mettes Bompard, mais je deviens corse, je plastique tout. Comment tu me mets Bompard? Moi, je suis ici, je travaille tous les jours. Mais juste une question, c'est pas, excusez-moi de vous couper, mais c'est pas lié à, je crois que Kader il est encore plus spécialiste que moi dans ce domaine-là. Ces notions de parachutage dans les partis existent au sein de tous les partis, Kader, je pense. Oui, c'est pas spécifique. Oui, c'est pas spécifique, si vous voulez, à Mélenchon, je ne sais où. Je crois que oui, mais là, en l'occurrence, dans sa circonscription, c'est la problématique. Oui, non, mais je veux dire par là, voilà, c'est pas spécifique. Moi, je défends pas Mélenchon, mais je veux dire, malheureusement, c'est ça, effectivement, la politique. Quand vous avez dit, effectivement, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que malheureusement, je pense que parce que ce que vous êtes en train de dire, depuis avant, si on regarde à côté un programme effectivement, de Mélenchon, j'ai l'impression qu'on excusez-moi, mais on s'y retrouve. On s'y retrouve. Partage des richesses, l'éducation, on s'y retrouve. C'est là où je trouve, à mon niveau, moi je me permets de vous dire, je trouve que c'est un petit peu, malheureusement, peut-être un petit peu dommage pour eux, et aussi pour vous, et surtout, malheureusement, pour la ville, et pour votre circonscription. Voilà, c'est, moi je... Alors, bouge pas, Kauter, on se retrouve dans un instant, parce qu'on a de la pub, nous aussi, ouais, tu vois, faut en faire rentrer un peu d'argent. Et Kader Chiban, qui a des questions à te poser. Et puis la dernière question, que, évidemment, il faudra répondre, Kauter. Pourquoi il faudra voter ce 12 juin, dimanche, pour te placer au second tour, et pourquoi pas d'ailleurs en tête de cette 4e circonscription de Marseille. Vous qui la découvrez, vous qui l'écoutez peut-être, à Marseille, c'est le moment de l'écouter. Elle est avec nous, elle s'appelle Kauter Ben Mohamed sur France Maghreb 2. C'est Mélenchon qui a gagné là. Le LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 avec Ali et avec Kader Chiban et notre invité depuis Marseille, depuis sa circonscription, la 4e, où elle se présente, où elle est candidate pour l'élection législative des 12 et 19 juin. Kauter Ben Mohamed. Kader Chiban, question à Kauter. Oui, je découvre Kauter vraiment. Comment ça, tu découvres Kauter? Dans la façon de s'exprimer. Non, j'ai jamais entendu encore. De parler de campagne comme ça. Tu vis sur quelle planète, mon vieux? Je suis désolé. J'en découvre tous les jours, moi. C'est ça qui fait que l'équipe te rare quand tu vas l'avoir face à toi. Je l'ai pas encore, mais avec grand plaisir. Non, mais grand plaisir. Non, ce que j'aime, elle a une vraie colonne vertébrale, une idéologie, elle défend des idées. Il y a aucun souci là-dessus. Maintenant, elle est confrontée à deux problèmes. L'abstention, vous l'avez dit, le mur de l'abstention, dans des quartiers, des villes où ça vote très très peu, l'indifférence, ça c'est ce qui est plus dur. Et de l'autre, un système politique qui est brutal. Ouais. Il est brutal. Ouais, le parachutage est brutal. Mélenchon, il fallait qu'il donne des circonscriptions à chacun de ses lieutenants. C'est un de ses lieutenants les plus proches. Et je dis ça, je ne défends pas ça. Qu'on soit clair. Je regarde ça d'en haut parce que j'ai un peu l'habitude, froidement. J'essaye d'être un peu froid avec ça pour garder un peu ma santé mentale. Froidement. Et Bompard, il ne connaît pas Marseille, ça aurait pu être ailleurs. Ils ont regardé les scores, font très bons scores. Ils ont dit ici, tu vas gagner, je te laisse ma place. C'est détestable dans les méthodes. Je suis entièrement d'accord avec toi, Kauter, c'est détestable. Et donc, c'est pour ça qu'il faut donner la chance à des gens qui sont sur place. Mais la politique, je voulais quand même dire, Kauter, la politique, si je puis me permettre, c'est une course de fond. Vous savez, un peu, il faut être des Kenyans et parsemé de sprint. Là, tu es dans un sprint. Il ne faudrait pas que ce sprint, si les choses se passent mal, te fasse mal. C'est-à-dire qu'il faut rebondir et il faut s'inscrire dans la durée. Et moi, j'invite, mais pour l'instant, ce n'est pas ton idée, moi, j'invite les gens quand même à intégrer les partis politiques, à rentrer de l'intérieur, même si tout n'est pas beau, c'est des êtres humains, c'est comme dans l'entreprise, quand il y a du pouvoir... Kader, tu peux pas dire ça parce que, regarde, je te donne un exemple. Vous en tenez un exemple concret, et comme plein d'autres que je connais autour de moi, effectivement, qui ont fait cette démarche d'intégrer des partis politiques, et qui, on se sert de vous pour aller coller des affiches, pour aller faire le sale boulot pendant la campagne. Et puis une fois qu'il y a des investitures à donner, ah tiens, Kader, on connaît plus. Ah bah non. Mais parce que on va te parachuter quelqu'un dans ta circonscription. Ça suffit de cracher sur les autres et de les insulter. Non. C'est comme ça que les gens ressentent. Mais vous vivez sur quelle planète, les gars? Non, on vit pas sur une planète. Non, mais je vous le dis franchement. Les gens se sentent insultés. Christophe, que les gens présenterait des gens qui font de la politique depuis longtemps,
qui se sont fait insulter au travers de cet accord de la NUPS, puisqu'on parle de la NUPS. Tu as parfaitement raison. Tu as raison. Mais mais Christophe, j'ai l'impression qu'on découvre. Tu sais, je pense que tu l'as dit, Kader et Kauter, elle pourra rebondir là-dessus. Je pense qu'il y a un système qui existe. Ce système-là, il y a deux choses. Soit tu passes ton temps à réagir et à le dénoncer, mais dans ces cas-là, je peux te dire un truc, ça va continuer pendant des décades et des décennies. Soit tu dis, je dois agir. Il y a des moments, il y a des gens qui doivent faire des sacrifices. Alors peut-être que c'est la génération de sacrifices, ça va être peut-être Kater, ça va être peut-être Kader, ça va peut-être être Ali. On a besoin d'une génération sacrifice. C'est peut-être nous la génération sacrifice. Je suis tout à fait d'accord, Christophe. Tu as parfaitement raison. Mais si tu restes de l'extérieur et passer ton temps... Pardon ? Vous êtes tellement pessimiste. Ah non, mais nous, on est optimistes, non. Oui. Comment ? Excusez-moi, nous sommes dans un monde et dans un pays en particulier où il y a en moyenne entre 70 et 80 de la population qui est inscrite sur les listes électorales. Nous ne comptons pas ceux qui n'ont pas le droit de vote, à savoir nos parents, même pas au droit de vote des élections locales, et ceux qui n'ont pas envie de s'inscrire parce qu'ils sont complètement désabusés, qui ne s'intéressent pas à ces partis politiques qui sont totalement co-responsables de l'état du pays et de nos rues depuis plus de 50 ans. Et vous nous dites intégrer ces partis politiques qui sont responsables de toute cette merde, excusez-moi l'expression, de toute cette division et de toute cette haine, parce qu'encore une fois, à part les extrêmes, rien n'augmente depuis 20 ans. Eh bien moi, vous savez comment je me définis ? Avec beaucoup d'humilité, comme une Rosa Parks. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui est parti, qui a été grandiose au niveau de l'histoire, c'est parti d'un seul être humain qui s'est levé. Eh bien, moi, je me lève contre ce système. Je ne dis pas que je vais le révolutionner seul. Je dis qu'il faut un début et que je veux faire partie de ce début. Et si je dois être sacrifiée, ça vaut la peine pour nos enfants et pour les générations. Comme je l'ai dit hier au meeting de mon ami Nordine Chaboni, qui se présente aussi en candidat libre sur la 7e circonscription, qui est en plein cœur des quartiers nord dans le 15e et 16e, nous devons donner l'espoir à nos enfants de rêver un jour d'être président de ce pays. Et si pour ce faire, je dois être sacrifiée, je me sacrifie volontairement, bien volontiers, avec beaucoup de courage, jusqu'au dernier jour. Parce que c'est pas ma candidature qui est importante. Je le rappelle ici que ma candidature, c'est celle de tous les enfants des quartiers populaires, qu'ils s'appellent Gérard, qu'ils s'appellent Gérald, Nadia, Rachel ou Mohamed ou Bana. C'est nous tous, c'est toutes les femmes pour lesquelles les espaces politiques sont confisqués parce qu'ils se cooptent entre eux, parce qu'il n'y a que des Rachel Garrigo, il n'y a que des Quentin, il n'y a qu'une Danielle Obono. Il y en a toujours, c'est la politique de l'entonnoir. Il y a toujours qu'une noire ou qu'un arabe, parce qu'on nous considère encore dans ces espaces-là comme des noirs et des arabes et pas comme des Français à part entière qui faisons partie de l'identité nationale et qui faisons partie de la richesse de ce pays. Et c'est parce qu'on se tait et c'est parce qu'on accepte depuis des décennies cette politique de l'entonnoir, cette politique de baisser la tête et de rentrer dans les partis et de dire « Oh, quand est-ce que ça devient mon tour ?» On baisse pas la tête, hein, Kauter. Je vais te répondre ensuite. On baisse pas la tête. Alors, il faut quand même que je réponde. Non, tu vas répondre dans un instant et puis le temps passe. Oui. Alors, aujourd'hui, les espaces sont confisqués pour tous les pauvres et pour tous les enfants des quartiers populaires. Et alors qu'on est 15 000 fois plus riches en termes d'intelligence, d'action et de résultats. Et si je n'intègre pas, encore une fois, ces partis politiques aujourd'hui, dans leur structuration actuelle et dans leur fonctionnement actuel, c'est parce qu'ils ne servent à rien, à part ce financier de 1,64 € par mois et par voix. Il faut le dire, ça aussi, les gens ne savent pas, ne savent pas qu'il y a des accords financiers derrière, parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Excusez-moi, moi j'ai un bilan efficace. Moi je change la vie des gens tous les jours, celle des délogés, celle des enfants qui ne sont pas acceptés à l'école. Je fais des maraudes tous les jours, personne ne le sait pour les SDF. Je me dis, mais Kauter, ça prend beaucoup de temps. Tu manges tous les jours. Ceux qui sont privés d'avoir une toit sur la tête ont le droit de manger tous les jours aussi. Donc oui, tous les jours, j'ai des accords avec des boulangeries, ça. Je récupère les sandwichs, les pizzas à la bouffe. Et on y va et on donne. Seul, avec mon fils, avec des copines, ils ont le droit de manger. Aujourd'hui, on est donné de droit où le droit n'est pas respecté. Et je suis beaucoup plus efficace aujourd'hui seule que des partis politiques structurés avec des millions et des millions à leur disposition. Ouais, et je suis sûre. Alors ça, les gars. Alors Kauter, bouge pas Kauter. Dans un instant, tu vas nous dire pourquoi il faut voter et pourquoi il faut voter pour toi le 12 juin, juste après ceci. À tout de suite. Eh oui les gars, bah attendez, il faut bien des gens qui bougent, hein. Voilà. À tout de suite. Attends, mais c'est pas à tout de suite.
Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb de l'ELGF avec Ali, avec Kader Chiban et avec Kauter Ben Mohamed, que j'ai hâte d'ailleurs de vous voir en plateau tous les trois là. Hein. Pour le coup, il y aura débat. Alors le temps passe, les gars, et j'essaye de faire respecter un tant soit peu le temps de parole. Juste une question, je vais lui poser une question là. Ouais, bah rapide, Kader. Attendez, il en arrive à 18h là. Vas-y, Kader. Non, mais rapide. Je voulais savoir, demain, tu es député, Kauter. Je souhaite que tu sois député. Voilà, et toute discussion qu'on a, c'est des discussions stratégiques, mais sur le fond, tu défends des choses intéressantes. C'est quoi ton premier projet de loi, première chose que tu défends? Tu avais une priorité comme ça. Allez, dis-nous, pour Marseille, pour la France. L'habitat pour la France, quand il n'y a pas de maison, c'est difficile d'être considéré comme un être humain. L'habitat. Il n'est pas normal qu'il y ait, au-delà de l'habitat indigne, au-delà du mal logement, au-delà de la suroccupation, au-delà des jeunes qui travaillent et qui sont obligés de dormir avec leurs femmes et leurs enfants dans la chambre de leur adolescence chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas accès à un habitat, parce que c'est hyper cher. Au-delà de tout ça, nous ne serons pas un grand pays tant que nous aurons autant d'enfants, d'hommes et de femmes, mais d'enfants qui dorment, qui vivent et qui meurent dans nos rues. L'habitat, c'est la priorité. Okay. Avoir un toit, dormir, se doucher, avoir accès à l'hygiène, c'est ton antre, c'est ton refuge, ta maison, ton appartement, ta cage. Tant que tu n'as pas cette cage, c'est difficile d'aller à l'école, de travailler et de te construire. Kauter, dernière question, toute simple. Pourquoi, et là ça s'adresse aux électeurs de ta circonscription, la 4e de Marseille, pourquoi le 12 juin, c'est-à-dire dimanche prochain, il ne faut pas aller à la pêche, ni à la plage aux Catalans, mais il faut aller voter. Après, on peut y aller à la plage des Catalans, évidemment. Mais pourquoi il faut aller glisser le bulletin Kauter Ben Mohamed? Pourquoi? Parce que je suis l'une d'entre eux, parce que je suis l'une d'entre nous, parce que j'ai déjà un bilan, parce que je travaille au quotidien, parce que je suis celle qui répond à tout le monde à 23h, à minuit, à 2h, parce que je suis celle que les enseignants appellent lorsque la mairie ne trouve pas de solution. Et moi, je trouve des solutions. On parle de la mairie de Marseille pour loger, que ce soit des sans-papiers, des personnes qui sont évacuées en situation de péril, des femmes battues. Je trouve des solutions là où les collectivités locales, les pouvoirs publics ne trouvent pas des solutions. Et ça, je le fais sur ma réputation, sur mon expertise, sur mon expérience, mon intégrité. Je n'ai jamais menti à personne. Lorsqu'on m'expose une situation, une problématique et que je n'y peux rien, je dis je n'y peux rien. Je ne fais aucune promesse, si ce n'est celle de tout faire pour redonner à chaque habitant de cette circonscription, à chaque habitant de ce pays, de reconquérir de sa dignité, de ne plus se sentir méprisé, de se sentir exister et dont la parole sera écoutée et portée à l'Assemblée. C'est parfait. Merci beaucoup, Kauter Ben Mohamed, d'être venu, et bon courage et bonne chance pour dimanche. Merci Kauter. Merci aux auditeurs. À bientôt. Et aussi, parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui, ça sera un superbe cadeau de mes 45 ans. Exact. Je laisse mon part au second tour. Voilà. Voilà. Merci Kauter. Et encore une fois, bon anniversaire, évidemment. Bon. Alors, les gars, il nous reste très peu de temps. J'aimerais juste vous entendre sur cette polémique du week-end. Ce qui est qualifié par certains policiers, et pas des moindres, Alliance et compagnie, par aussi La République En Marche, qui dénonce un dérapage de Jean-Luc Mélenchon à propos de ce qui s'est passé samedi soir à Paris, où il y a eu un refus d'obtempérer. Ça veut dire quoi, un refus d'obtempérer? Ça veut dire que quelqu'un refuse de s'arrêter à un contrôle de police. On est d'accord, hein, jusque-là, vous me suivez? Oui. Et effectivement, la police a répliqué en tirant, en blessant grièvement le conducteur, et la passagère a été tuée. Et donc Mélenchon a parlé de peine de mort devant un refus d'obtempérer. Est-ce qu'il a, rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes, dérapé? Moi, je ne peux pas m'exprimer sur cette affaire, on la connaît mal. Mais de manière générale, depuis quelque temps, on l'a vu du côté de Sevran, on l'a vu sur le Pont-Neuf, il y a des méthodes policières qui sont disproportionnées. Maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est disproportionné? Si la police était en légitime défense, c'est-à-dire si on les attaquait directement, il est normal de répliquer. Si ce n'est pas le cas, s'il est prouvé que ce n'est pas le cas, les policiers sont en faute et ils doivent être sanctionnés comme tout citoyen. Et là, souvent, les enquêtes, c'est fait en interne. Hein. C'est l'IGPN, l'inspecteur général de police. C'est des policiers. Et sans poursuite pour les trois policiers. C'est des policiers qui contrôlent des policiers. Il faut qu'on sorte de ce système-là. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que Mélenchon était un peu loin, un peu vite. Alors, dans une campagne législative, un peu loin. En tout cas, il y a des dérives policières. Il faut être vigilant à ce qui se passe. Voilà. Je vais laisser un peu la parole à Ali, dérapage ou pas de Mélenchon? Bah oui, pour moi, c'est comme des dérapages parce que c'est créer de la polémique inutile. On a quand même un fait divers qui est dramatique.
Je pense que là, quelque part, regarde, on parle plus de la personne qui est décédée. Hein. On est juste en train de parler de Mélenchon et des syndicats qui disent que la police, elle est méchante. Effectivement, la police est une institution. Tout le monde aime le droit à la sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut le dire en France. Il y a des erreurs de la part de policiers. Le député qui était là l'a dit avant. Hein. Il y a des erreurs. Il y a effectivement même des erreurs qui ont été commises par des policiers. Il y a des fois des gens qui outrepassent un peu leurs droits. Il faut le dire, il faut le condamner. Alors, Kader parlait avant de cette structure qu'on appelle l'IGPN. Elle est peut-être à changer, parce que visiblement, si à chaque fois on croit qu'il n'y a pas d'erreur, non, moi je pense qu'il y a des policiers il y a des médecins qui commettent des erreurs, il y a des plombiers qui commettent des erreurs, il y a des policiers qui ne sont pas dignes de porter aujourd'hui le képi et de représenter l'institution policière. Maintenant, de là à aller dire la police tue, malheureusement, de la part de Mélenchon, c'est factoriser, c'est réduire ça à la police. Et quelque part, tu as vu ce matin dans les journaux, c'est un déferlement de la part de torrents de politique, Darmanin, tout le monde y va. Et puis les extrêmes qui se réveillent, hein, les Jordan Bardella, les Marine Le Pen, en disant voilà, les syndicats ensuite. Et là, on a oublié la dame qui, malheureusement, a vécu un drame, parce que malheureusement, elle est plus de ce monde-là. Et on a oublié le fait divers. Hein. Le fait divers, il a été oublié. On ne sait pas qu'il y a 9 balles qui ont été tirées. Et en tout cas, ça s'est passé en plus à Paris, dans le 18e. Effectivement. Merci, messieurs. Ce fut intense, et ça le sera d'ailleurs tout au long de cette semaine. Pour cette dernière semaine de campagne législative, on va voyager pas mal avec pas mal d'invités. Demain, le candidat chroniqueur sera Nicolas Jeannetet. On sera dans la 15e circonscription de Paris. Et on aura aussi un député encore demain, décidément. À demain, les amis, dans un instant, Medjed.